Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau XR 360. C'est le numéro 22, les gars, ça file à toute vitesse. Et bien que aujourd'hui ce soit un jour où on ne fait pas grand chose normalement, eh bien nous sommes là avec vous. Parce que bah voilà, on a été commandité, on a été ordonné par notre chef à tous. Zazel. Salut Zazel. Ah bon, salut. Oui, effectivement, pas de jour férié pour les braves. Mais non. Mais non. Et c'est pour ça qu'on salue Louis d'ailleurs, pour pas de jour férié pour les braves. Salut, Louis. Voilà. Il avait le droit. Et c'est coup, ça les pros. Eh bah écoute, en tout cas, on a décidé de commencer, remplacer Louis par un mec qui avait un prénom aussi qui commençait par un L pour rester raccord. Et comme ça, il pourra pas gueuler si on est en retard. Eh bien, c'est Lenny. Salut Lenny. Bonsoir, c'est moi, bonsoir tout le monde. Ouais, très content d'enfin pouvoir être à l'antenne à 21h. Et voilà, bah ouais. Il a fallu vrai. ça. Là, on est presque à l'heure pour ton créneau normalement. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est cool. Putain, il est obligé de faire XR 360 pour être à l'heure. Incroyable. Et oui. Ouais, c'est ça. À 21h, tu vas dire Lenny va se mettre à gueuler pour couper absolument tout le. Grave, de ouf. Et je suis très fier d'avoir inspiré quelqu'un qui m'a dit écoute, je t'ai vu, je t'ai trouvé tellement hype, tellement beau que j'ai voulu faire la même coupe que toi. Bah c'est Rames, et sachant que Rames il fait les trackings que j'aime, bah ça me fait plaisir Rames. J'ai voulu faire un cosplay capillaire, du coup voilà. Exactement. Et ben en tout cas, merci à tous d'être là et merci au chat d'être présent aussi. Il y a 23 braves avec nous sur le chat. On dit bonjour à Agaldian, on dit bonjour à Scooby-Doo, on dit bonjour à moi, on dit bonjour à notre chatbot préféré et à Nightbot du coup. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a qui restent silencieux, mais merci en tout cas d'être avec nous. Et ce soir, au sommet de cette émission, on va parler de... Eh bien écoutez, je suis perdu dans mes fenêtres. Je au sommet immédiatement. Magnifique. Au sommet de l'émission. Exactement. Ce soir, on va parler d'Oculus qui sera en train de tester des applications Android non VR. Voilà, c'est un projet qui m'intéresse vachement parce que je sais pas trop à quoi ça va servir, mais il y a des trucs qui pourraient être cool. On va refaire un petit tour vite fait de la ViveCon. Alors, on vous en a déjà parlé en long, en large et en travers sur la chaîne d'ETR, sur la web TV d'ETR, mais aussi vu que j'ai oublié de dire, mais que nos amis de la chaîne Restez Connectés, mes abonnés à moi préférés, sont là et nous suivent actuellement. Bon, il n'y a pas grand monde, je vais être honnête. Mais en tout cas, j'ai lancé ce stream un peu, cette rediffusion sur Restez Connectés. Je suis ravi de vous accueillir, vous qui êtes sur YouTube. On va parler de la ViveCon et on va prendre les avis notamment de Lenny et de Rames pour reparler rapidement des annonces. On va aussi ensuite parler des coupelles ProTube avec un point d'interrogation. On va s'interroger un peu sur Kezako, les coupelles ProTube. Lenny a envie envie d'en parler. On va parler de choses qu'on ne sait pas, parce que sur XR 360, on est comme ça et on embrasse nos copains de VR4Player. On va parler des rumeurs autour du PSVR 2, puisqu'il y a des choses qui s'annoncent. Donc ça va être intéressant. On va faire un petit retour rapide sur Demeo, vous dire si c'est bien, pas bien, et puis voilà. Et on va finir par un débat, les gars, affûtez les arguments, ça va être chaud. On va rebondir sur un article que j'ai trouvé sur UploadVR qui annonce que apparemment Sony essaye de travailler déjà en amont sur comment bannir les gestes et les langages inappropriés sur la partie, on va dire, réseau social, puisqu'on le sait, il y a le retour du PS Home, pardon, qui est dans les cartons. Et du coup, on va se faire un petit débat. Comment prévenir les dérives sur les réseaux sociaux et cette fois-ci en VR. Voilà les gars pour ce menu, j'espère qu'il vous plaît et je vous propose qu'on démarre juste après le petit jingle. Et salut Osirix au passage. Ciao. Ça n'a pas marché. Ah, je suis tristesse. On est bon. Allez, du coup, on va parler, les amis, d'une petite news et je vais donner la parole à Rames. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pouvoir faire tourner des applications Android sur le casque Oculus ?
Ouais, tout à fait. C'est Road2VR qui nous en parle du coup. Alors le premier à en parler, c'est The Mystical, c'est un YouTuber qui aurait trouvé à l'intérieur directement du casque, dans la section à venir prochainement, etc., qui est souvent réservée pour tout ce qui est bêta, la presse, etc. Il aurait trouvé justement des applications qui sont Android classiques, style TikTok, Spotify, etc. Du coup, il a fait quelques petites captures et si Road2VR n'a pas réussi à reproduire en fait ce proof of concept, ou je sais pas, cette petite preuve, on va dire, cette petite manip, il y a d'autres personnes de plusieurs Discord qui ont également fourni en fait des captures d'écran qui nous portent à croire que ça devrait arriver. Et du coup, on pourrait potentiellement, on va garder les guillemets quand même, pouvoir utiliser des applications Android type. Il faut rappeler que l'Oculus Quest, ça fonctionne sous un système Android. Du coup, ce serait pas illogique de voir ce genre d'application arriver. Ce serait plutôt cool. Moi, ce que j'attends, c'est un petit Discord en APK, ça pourrait être chouette. Et aussi, on va juste rappeler que John Carmack l'avait évoqué il y a quelques temps déjà, en expliquant qu'il essayait d'engager le dialogue avec Facebook, pardon, pour pouvoir justement un peu intégrer toutes ces applications Android. Et à l'époque, c'était il y a un an déjà qu'il a fait ces déclarations, c'était pas gagné ce discours. Mais bon, à voir si ces petites captures s'avèrent au final vraies. Apparemment, il y a quand même pas mal de personnes qui ont réussi à faire des captures d'écran pour apporter des preuves là-dessus, appuyer le propos. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, personnellement, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Alors, allez-y. je peux y aller. Personnellement, j'en pense pas forcément grand-chose. Par contre, je voulais souligner un truc que le mec dit dans la vidéo, The Mystical, du coup. Il spécule sur un truc qui pourrait être intéressant par rapport aux applications qui utilisent une caméra, genre Snapchat ou TikTok ou autre. Il dit que Oculus potentiellement pourrait utiliser leur système d'avatar de Facebook Horizon pour simuler une fausse caméra et du coup l'utiliser dans les applications. C'est un truc qui serait éventuellement possible. Et là, pour le coup, je trouve l'idée très cool. Après, pour le reste, à voir comment c'est fait, parce que à voir, si ça a vraiment un intérêt, faut que ce soit bien fait. Si c'est juste du portage rapide qui marche pas forcément très bien, si en plus, il me semble que l'Oculus ne gère pas le fait d'avoir deux applications, ouais, le multitâche exactement. Comme il gère pas ça, du coup, à voir. Mais ça peut être intéressant, par exemple, à Spotify, s'ils arrivent à mettre en place le fait que tu puisses lancer ta playlist Spotify pendant que tu joues à un autre jeu, etc. Ça peut être intéressant. Mathieu, t'avais des éléments à rajouter dessus? Moi je sais qu'il y a Molotov qui fait pas mal envie aux gens des casques. Souvent c'est les questions qui reviennent. Ouais, est-ce que Molotov est disponible et tout? Alors oui, on peut le faire de façon détournée en utilisant par exemple un big screen ou autre. Mais ça peut être cool d'avoir un espèce de Molotov en natif sur le casque, en autonome, sans avoir besoin d'aller soit sur un navigateur, soit sur un PC en streamant. Donc voilà, je trouve que pour ce genre d'application, ça peut être cool. Après, en vrai, j'ai du mal à voir le champ des possibles, mais peut-être même pour les jeux Android, les jeux, alors c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais peut-être qu'il y en a qui aiment des titres sur des jeux Android ou des choses comme ça, et de pouvoir y jouer en VR, en écran plat, hein, bien sûr, mais en VR. Voilà, je pense que l'idée en tout cas, voilà, qui peut le plus peut le moins, donc ça me dérange pas. Exactement, ouais. C'est un peu comme ça que je le vois aussi, ouais. C'est pas pour moi, quelque chose que j'utiliserai tout le temps, mais ouais. Pour moi, au-delà de ça, je pense que c'est clairement une expérience, c'est clairement un POC, en fait, tu tombais dessus, et c'est plutôt un POC. Voir si les APK nativement peuvent aller fonctionner sur un Oculus Quest. Et l'intérêt, en fait, qu'on y voit, l'intérêt que tous les professionnels y voient, tous ceux qui développent des applications, c'est simple, hein, c'est un build pour la version flat et la version XR, tout simplement. Et de là, que ça soit de la VR ou que ça soit de la XR, genre lunettes, etc., c'est un build, et du coup, on s'y adapte. Et donc pour eux, c'est tout simplement un petit tremplin sur des devices qui existent déjà, genre Oculus Quest 2. C'est la promesse de John Carmack, c'est aussi pour ça qu'il va se défendre, qui défendait ça auprès d'Android, auprès de Google, et voilà, c'est une promesse qui a l'air du coup d'avoir trouvé résonance en fait au sein de Google, et ça c'est cool. Vous attendez à rien dans un premier temps, ça c'est une quasi-certitude, franchement, comme on l'avait dit en plus, de toute façon il ne gérera pas le multitâche, ou s'il le fait ce sera à votre détriment, très clairement, hein, du coup tu peux pas maintenir un framerate si tu gères un multitâche. Voilà, c'est juste une passerelle pour les développeurs, pour leur permettre d'aller plus loin, mais fondamentalement c'est plutôt cool qu'il ait réussi ce tour de force.
Ouais. Bon, bah écoutez, très bien, on va suivre ça de très près. Moi, je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante. Alors, au niveau du chat, qu'est-ce que ça dit? Un petit Spotify en tâche de fond, écouter sa playlist, ça serait cool. Oui, effectivement, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on dit? Genre, pendant que tes musiques que tu joues, pendant que tu joues à Demeo, justement, on parlera de Demeo après, mais pourquoi pas? Il y en a qui disent c'est ce qui était déjà faisable en les sideloadant, hein, soit dit en passant, mais ça se fait. Mais si ça se fait nativement, ça sera autre chose, c'est sûr. Oui. Alors Ça. pour ceux qui sont moins à l'écoute du monde un petit peu underground de l'Oculus Quest, oui, avec SideQuest, il était facile aussi de pouvoir aussi balancer des APK ou même en ligne de commande. Hein. Mais là, pour le coup, ouais, si ça peut être ouvert un peu plus au grand public et que ça soit simplifié, effectivement, le champ des possibles devient intéressant. Voilà, ça serait bien Discord et consort, mais j'y crois pas. Ah, Discord et consort, mais j'y crois pas. Bah, si fondamentalement ils ouvrent les vannes, y a moyen que ça fonctionne. Après, il y a peu d'intérêt, hein. Il y a extrêmement peu d'intérêt à avoir, à l'heure actuelle des applications non pensées pour la VR. Enfin, ce serait contre-productif pour Oculus, c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Donc en fait, c'est... Moi vraiment, ce que j'y vois, mais c'était encore une fois hein, la promesse de John, ouais, John. C'est vraiment juste ça, quoi. C'est une passerelle qui permettra par la suite à la fois de faire des tests, du bêta testing, etc. Mais ouais, pour le reste, j'y crois pas trop. Hein. Imagine un Discord remis en VR. Enfin, ouais, c'est très très limité. Ok, voilà. Eh ben écoute, on va voir si Rames lui croit en HTC et ses annonces. Moi qui m'ont un peu foutu qui m'ont un peu déçu sur le côté. Mais arrêtez-le, stop. Il n'y a pas de. On a vu. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui se met en face d'un Oculus Quest 2, mais encore une fois, je le redis, ce n'est pas les produits que je condamne, que je trouve très bien. Au contraire, Ouais, c'est qu'on m'en prive. On va juste faire un récap, hein, du coup, parce qu'on l'a déjà couvert ici il y a 2 jours, hein, du coup, où on avait entendu ton avis, un peu déçu. Bah, du coup, la ViveCon, on va récapituler rapidement. Le Vive Pro 2, du coup, qui a été annoncé, et le Focus 3. Donc, Focus 3, qui est le casque autonome. Les deux casques ont pas mal de spé en commun, notamment au niveau du champ de vision de 120 degrés, qui a été annoncé à l'horizontale hein, par HTC. Zazel, tu pourras confirmer, mais pendant notre petite présentation presse qu'on avait eue, le type avait un petit peu insisté là-dessus en disant nous, on arrête, ça y est, c'est fini, on arrête avec les champs de degrés qu'on calcule à l'horizontale, à la verticale, etc. Maintenant, c'est horizontal. Tout à fait. J'ai dit une connerie, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est bien ça. Et du coup, ok. Et du coup, là, normalement, on nous promet du 120 degrés, donc bah, on verra si c'est le cas hein, en test. Une résolution 70% de pixels de plus que le Quest 2, une résolution de 4896 par 2448, donc voilà. Et le tout de mémoire. 5K par œil. Tout de mémoire, voilà, évidemment, hein, je ne lis pas mes notes du tout. Une grosse révolution aussi au niveau des lentilles, ça pas mal. Pareil, dans la présentation presse, le type qui nous avait présenté ça nous avait été beaucoup revenu sur les lentilles, qui utilisent une nouvelle technologie, etc. Du coup, ben, on va voir, apparemment, d'après lui, tout ce qui est terme comme sweet spot, on devrait bientôt l'effacer de la VR. Quoi. Donc, moi, je suis assez curieux de tester ces nouvelles lentilles. En fait, ça sera... Donc, je vais faire... Et ça se rapprochait vachement de ce qu'avait fait à la base Valve, en fait. Hein. C'est très clairement sûr. Ça va se calquer un petit peu là-dessus. Après, sur papier, c'est exactement ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup sur le Focus? Alors le Vive Pro 2, oui, effectivement, il faudra quand même une bonne machine de guerre hein, pour le faire tourner. D'ailleurs, HTC marque sur leur site qu'on a besoin d'une 1060. Moi, ça me fait un petit peu rigoler. Pour le faire tourner, j'ai des gros doutes là-dessus. Sinon, le Vive Focus 3, il aura... Ce qui est cool, enfin personnellement, ce que je trouve cool, c'est la batterie interchangeable que vous pouvez changer directement. C'est hot swapping. Vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez vraiment swapper, enfin changer à la fois tous les face covers, la cover qui se trouve à l'arrière et la batterie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Les contrôleurs auront une quinzaine d'heures d'autonomie. Et Vive, en plus de ces casques, avait annoncé le Vive Business, qui regroupe plusieurs solutions, dont des solutions, je pense que toi, Zazel, tu pourrais pas mal nous en parler rapidement, pour... Par exemple, si vous êtes en entreprise que vous utilisez beaucoup de casques, bah vous allez avoir en fait
un administrateur qui va pouvoir en fait savoir à quel point vous en êtes. Ça va être très pratique dans tout ce qui est formation par exemple, pour C'est ça. suivre ce que les C'est utilisateurs font. C'est du VRDM, de la gestion de flotte, de la gestion de droits aussi sur les casques. Il faut savoir que tout comme un PC, vous pouvez interdire par exemple typiquement l'installation d'autres applications. Je vous donne un exemple, vous êtes à la SNCF, vous devez offrir un Quest 2 à titre pro à votre employé, mais vous ne voulez absolument pas que ce mec-là joue à Beat Saber, quoi qu'il arrive. Vous pourrez l'empêcher tout simplement d'installer certains types d'applications, certaines applications, etc. Contrôler bien évidemment où est le casque, s'il est allumé, s'il est éteint, autoriser le Wi-Fi ou non, enfin bref, toutes ces choses qui sont assez impératif quand même dans le monde de l'entreprise. Forcer les mises à jour également, ce genre de choses. Et du coup, pour en revenir à la présentation et donner un petit peu mon avis, parce que Mathieu, je le vois qui bouge la tête là. Moi, j'ai pas été vraiment déçu en fait par cette conférence parce que justement, quand j'ai fait la présentation presse avec le gentil monsieur d'HTC, j'avais bien compris que ça y est, c'était terminé HTC et le gaming. En tout cas, il se focus plus sur le gaming et il se concentrait vraiment sur le monde professionnel. Et du coup, c'est à peu près ce que j'en attendais. Surtout que quand je me suis inscrit du coup pour regarder la ViveCon en direct, on avait justement l'accès aux horaires, au catalogue, etc. de toutes les personnes, tous les intervenants, toutes les présentations qu'on allait avoir. Et c'était vraiment concentré, full focus sur le professionnel. Donc je suis pas trop déçu. Je trouve que le prix du Vive Pro 2 est peut-être un poil cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche et de développement. Surtout une mise à jour. On a quasiment le même casque. Après, je suis quand même vraiment curieux de pouvoir le tester parce que même si c'est une simple mise à jour, moi, il me vend pas mal de rêves, mine de rien, j'avoue. Le 120 degrés de FOV, le 120 Hz, donc qui s'aligne un petit peu sur le Valve Index, la résolution de fou et surtout le sweet spot, le confort, on le connaît déjà sur le Vive Pro, etc. Donc il me donne quand même pas mal envie, mais je le trouve un poil cher. Je suis déçu que HTC continue de faire des kits avec les balises 1.0 et qui proposent pas des Wands 2.0. Une nouvelle version des Wands, j'aurais été plutôt content. Mais c'est pas le cas. Et après, le focus, je le trouve très très cool pour tout ce qui est pour les entreprises. Pour le monde professionnel, je trouve que c'est un excellent casque. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci. Lenny, quelque chose à dire par rapport aux annonces d'HTC ou pas? Je sais que t'en as parlé un peu sur la chaîne, mais sur ma chaîne, mais pas plus. Hein. De voir qu'on s'est toujours pas débarrassé de ce truc. Et quand même, après 4 ans, c'est quasiment 5, ça fait peur. Ouais. Non, moi j'ai rien à dire de spécial. C'est des casques pour les pros, donc moi je ne suis pas un pro. Le fait que je remplace aujourd'hui. Oulala. Voilà, j'ai déjà pas les moyens pour la VR Retail, alors la VR Pro. Vous avez dû mariner entre vous, du coup, il y a 2 jours. Non, le Vive Focus Pro n'est absolument pas du tout fait pour les pros. Ça tourne sur un système Steam VR. C'est juste pro de par son prix, en fait. Mais un poil plus cher finalement que l'index. Mais bon, est-ce qu'on a dépassé le stade des 1000 €? Est-ce que finalement 200 balles de plus? Bon, voilà. Ça se légitimise. Pourquoi ils n'ont pas été sur les manettes? Tout simplement parce que ça ne leur servait à rien d'aller copier, tout bêtement en fait, les meilleures manettes du marché, qui sont intégralement compatibles avec le système qu'ils offrent. Donc voilà. Leur communication ne s'adresse qu'aux professionnels, ne s'adressera plus qu'aux professionnels, mais par contre les casques, eux, tant qu'ils restent sur un écosystème SteamVR, sont intégralement compatibles au même titre qu'un Valve Index. Voilà. Dire que Vive Pro 2 c'est du pro, c'est aussi con que de dire que l'index est du pro. Voilà, en gros, si je résume. Alors, certes, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas la cible, c'est ça que j'essayais de... Non, tout à fait. Du coup, moi je suis pas du tout concerné par ce truc, donc voilà. En fait, s'il y avait encore eu des avancées, ce que je disais du coup chez Rester Connecté l'autre soir, s'il y avait eu des avancées au niveau générationnel, si on commençait à mettre en place du eye tracking, alors qu'en plus ils en avaient sur le Vive Pro, Eye. Si on commençait à passer à l'étape suivante. Ouais, alors pour l'eye tracking, justement, HTC, je me permets de te couper, Lenny, de réagir là-dessus, c'est que, en fait, comme il s'adresse maintenant en particulier aux professionnels, et effectivement, ce casque peut s'adresser à la fois aux gamers comme aux particuliers, etc. Mais on nous a un petit peu fait comprendre aussi, enfin HTC se défend en disant on n'a pas mis d'eye tracking à l'intérieur, ni de face tracking, tout simplement parce qu'en fait les entreprises n'ont pas les mêmes attentes et certaines entreprises, beaucoup, ne vont pas forcément demander d'eye tracking ou de face tracking dans leur casque. Par exemple, tu as des entreprises qui utilisent le casque que pour de la formation et elles n'ont pas besoin d'eye tracking, elles vont pas faire de recherche, ce genre de choses. Et du coup, ils vont proposer des modules. Il faut savoir, il y a déjà un fabricant chinois, j'ai oublié son nom, c'est Seven, je sais plus quoi. Ouais. C'est un fabricant qui avait déjà fait un module d'eye tracking pour le Vive Pro.
Non, Vive Pro, Non, c'est pas c'est Primax. Toby. C'est Toby pour Vive. Ouais, alors bah non, bah là c'est encore un autre en fait. Et ça va être disponible au 3e trimestre et leur module d'eye tracking, je vais vous dire ça, parce que ça me dérange de pas vous le dire. C'est Seven Event Sun. C'est une entreprise chinoise qui fait ça. Donc et les il y a mêmes que plusieurs Pimax, du coup, modules. pour le coup. Ah, alors c'est possible. Et ils avaient déjà fait en fait ça marche un module d'eye tracking. Faut qu'ils arrêtent. Non, je déconne. Je plaisante, je troll. En tout cas, ça marche pas sur Pimax, c'est certain. Voilà. Voilà. Je les ai jamais essayés et ça fonctionnait en fait sur le premier HTC Vive. Enfin, pas le premier, pardon, mais sur le Vive Pro. Celui qui n'avait pas le Vive Pro Eye, hein, on pouvait rajouter sur Ouais. le Vive Pro déjà de base. Et sur la gamme des Focus. Et là, du coup, c'est la 2e édition et cette édition, elle est adaptée au Vive Pro 2 et au Focus 3. Et ça coûtera $300. Disponible uniquement. Je viens de tuer Dark Deer. Non, mais c'est vrai, leur système. Bah, après, attention, hein, c'est une Pimax. C'est-à-dire que quand ça arrive, ça marche pas. 6 mois plus tard, ça marchote. 1 an plus tard, ça marche bien. Hein. Donc voilà, attendez, soyez juste patients. Par contre, ce qu'HTC aussi avait beaucoup dit, hein, parce que dans le monde de la formation, non, c'est justement le use case sur lequel ils en auraient vraiment le plus besoin. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de standard. Et eux, ça les intéresse pas en fait d'aller demander en fait aux constructeurs. Ils ont vu que ça marchait pas avec l'HTC Vive Pro Eye, justement, ça ne marche pas d'aller demander aux développeurs de l'implémenter à la main. Donc voilà, en fait, ils attendent tout simplement un standard. Ils sont nombreux à le faire, et d'ailleurs, on en parlera un tout petit peu après. Eh ben ok. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. On va pas rebâcher un petit peu trop longtemps cette ViveCon. En plus, je vois qu'il y a des débats sur le traitement des news plus ou moins longues. Bah voilà. En tout cas, nous, on vous sert l'information là. Je pense que Rames quand même a fait un super bon complément des annonces. Et du coup, bah, je vous propose qu'on avance et qu'on parle de cette fois-ci d'une société que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être plus. C'est IBM qui annonce être parvenu à concevoir la première puce de 2 nanomètres. Ah la vache. C'est très important. IBM. IBM, ouais, tout à fait. Après le gros bullshit du quantique, on arrive à une annonce qu'on ne connaît pas. Du coup, alors si vous n'avez pas suivi le bullshit du quantique, tout, je vous laisse regarder sur Google. Mais du coup, IBM annonce du coup la première puce gravée en 2 nanomètres. Voilà, vous le saviez, il y avait un petit concours entre les différentes marques pour être celui qui va être le plus fort, mais il y avait aussi celui qui va pouvoir graver le plus finement possible. Ça fait quoi? Ça fait 50 milliards de transistors sur quelque chose gros comme la taille d'un ongle, nous dit le site. Alors attention, hein, j'ai lu le site, ça ne nous apprend rien du tout en dehors de cette news-là. Nous, on va juste s'attarder un tout petit peu, parce qu'un ongle, je vous cache pas que ça passe du simple au double, hein, selon les personnes. Par contre, la prouesse est plutôt grande. Si c'est vérifié, attention, ça n'a absolument pas été vérifié. IBM l'a annoncé, personne d'autre, aucun concurrent ne l'a vu, ça n'a pas été review par leur pairs, rien du tout. Ouais. Même les usines sont cachées. On n'en sait rien. Pour vous donner un ordre d'idée, AMD grave en 700 nanomètres et Intel garde pour l'instant le 10 et le 14. En 7, ouais. T'as dit en 7. En 700, ouais, 700 nanomètres, ça fait beaucoup. Non, en 7 nanomètres. Et du coup, qu'est-ce qui résulte en fait de ça, en dehors des effets tunnels, du coup, sur lequel il va falloir faire très très gaffe, c'est surtout une grosse économie d'énergie en fait derrière, et surtout de placement, parce que voilà, une grosse économie d'énergie, et c'est ce qui est vraiment attendu dans le monde du mobile notamment. Si vous gagnez ne serait-ce qu'un quart d'énergie supplémentaire, c'est déjà énorme. Voilà. Je pense qu'il y a rien d'autre de plus à dire hein, là-dessus. Si ce n'est que vraiment bien insister sur le fait que, alors d'une, ce serait pas la première fois qu'IBM bullshit, et de deux, cette news, et c'est dit nulle part dans l'article, hein, là pour le coup, n'a jamais été. Voilà, donc on attend je crois que c'est Maître Vergès, Lucie, qu'il aille constater ou pas cette puce, si elle existe. C'est Maître Véreux. Et ouais, ou Maître Véreux pour voir. Parce que si on s'en tient à l'image, hein, ils ont des sacrés ongles. Hein. Ouais, c'est ça. Non, par contre, j'ai pas compris l'image en fait qui passait. Bah, je pense que le mec il a tapé puce, et puis bah il a vu une image de puce, et puis il s'est dit bah vas-y, ça va illustrer mon article, ça sera. En même temps, ça tombe bien, il avait tapé AFP, il a vu IBM. C'est parce que c'est une personne très petite qui tient la puce. C'est pour Exactement. c'est ça. On dit que la personne fait la taille d'un ongle.
Voilà, eh bien écoutez, on va parler peut-être d'autres choses peut-être un peu plus concrètes pour nos casques. Et c'est Steam qui nous donne des nouvelles sur une mise à jour de Steam VR avec un boost du rendu fovéal, du FOV et du room scale. Ouch. Ça s'aide. Alors, la news va pas être très très claire parce que pour l'instant on n'a pas encore pu la tester, mais en tout cas la promesse parce que Valve a tout compris. Valve a tout compris. Il sait, vous en tant que gamer, ce que vous voulez au niveau du FOV, c'est pouvoir le réduire pour éviter d'être malade ou pour éviter de surconsommer. Donc, en fait, tout simplement, voilà. Ah ouais, mais là, en gros, c'est mieux que le vignettage parce que l'idée, du coup, va être de consommer moins, hein, tout simplement. Vous affichez moins de choses à l'écran, vous réduisez l'angle de votre caméra, vous consommez moins. Donc ça, ok, je vois pas trop qui vraiment va pouvoir s'en servir, mais j'imagine que les cas d'usage sont à sentir, sinon ils l'auraient pas implémenté. Vous avez aussi la possibilité, du coup, de changer l'échelle, en fait, du monde VR qui vous entoure, et d'augmenter la luminosité. Hein. Il me semble le troisième point, c'était ça. Bref, 2-3 petites features qui trouveront sûrement preneur sur certains. Le fait de réduire le FOV, c'est hyper pratique et ça peut être assez significatif si demain ils nous sortent un index 2 avec du 180 degrés de FOV. Voilà. Ça peut être... Moi, en tout cas, c'était le petit trigger qui me dit attention, ils vont quand même peut-être envoyer du lourd par la suite. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt de réduire en fait vos 130 de FOV d'un index classique à du 90, quoi, clairement. Si ce n'est pour la consommation. Pour faire tourner Flight Simulator. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, avec si vous avez une 3080, vous pourrez peut-être enfin faire tourner Flight Simulator à 27 FPS constant. Voilà. Ah, Flight Simulator avec une 3090, il tourne pas mal. Par contre, le rendu à l'écran est dégueu. Mais dans le casque, ça va encore. Hein. 72 Hz et 1.7 sur Oculus, en link, ça passait. Eh ben, j'ai Sébastien Soto qui, sur la chaîne de Rester Connecté, dit passe le bonjour de ma part, parce que moi je suis sur YouTube. Eh ben, écoute. Eh ben, bonjour à toi. Seb. Et n'hésite pas à changer de plateforme. Hein. Twitch, c'est une plateforme formidable. C'est vrai, surtout qu'on va pas se cacher là sur Rester Connecté, vous êtes 2, sachant que je suis dedans. Vous êtes 1. T'es tout seul. Donc si tu veux venir voir du monde, c'est du côté de Twitch que je t'invite à passer. En tout cas, des bisous à toi. Voilà. Je crois que c'est Solid Seb. Il doit être aussi peut-être sur. Ah non, il est pas sur Twitch, mais passe sur Twitch si tu veux. Eh ben, en attendant, on va parler aussi de Mark Zuckerberg qui apparemment n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de parler du Quest Pro et qui, lors d'une interview, a parlé de l'importance du suivi des yeux et du visage pour un futur Quest Pro. Forcément, Facebook, le social passe par au moins un critère qui est le suivi des yeux. Bon, même si on sait que c'est... moi, ce qui me dérange un peu quand Facebook en parle, en tout cas, ce qui est retranscrit dans Road to VR, c'est toujours pareil, mais c'est que effectivement, le eye tracking et les caméras faciales, du coup, sont extrêmement importants pour tout ce qui va être social au sein de la VR. Alors, pour les caméras... Pour les lips tracking, sûrement, très clairement, effectivement, ça sert pas à grand chose si ce n'est pouvoir tirer la langue dans VRChat à l'heure actuelle. Par contre, le eye tracking, oui, à partir du moment où c'est implémenté, c'est là qu'on voit le rendu fovéal. Le gros avantage que j'y vois, moi, pour un Quest Pro 2, c'est que, à l'inverse des autres, ils n'ont pas besoin de chercher la standardisation, ils maîtrisent leur hardware. C'est-à-dire que le rendu fovéal, s'ils ont envie de l'implémenter, c'est à eux de l'implémenter dans leur SDK, et de toute façon, les gens n'auront pas trop le choix, les développeurs, du coup, que de l'installer, mais ils peuvent le faire de façon native et standardisée sur un seul device, ou du moins le seul device qu'il aura. Donc ça, c'est hyper cool. Après, Zuckerberg nous reparle forcément d'un Quest 3, d'un Quest 4. En gros, la firme n'est pas prête à lâcher la VR, c'est une bonne nouvelle. Et après, Inch'Allah, comme on dit, ils sortiront les casques en fonction des générations qu'ils auront décidé. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. On espère avoir des news du coup de ce Quest Pro 2 concrètement à partir du mois de... Enfin, à la Facebook Connect, du coup. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, tu penses qu'il pourrait lever le voile sur le Quest Pro ou peut-être le successeur, le Quest 3, même s'il ne le sortirait pas tout de suite?
Pour moi, il y aura un Quest Pro ils vont lever le voile. Je suis même pas sûr Ouais. qu'il soit achetable du coup cette année. Ça par contre c'est pas sûr du tout. De toute façon moi de ce que j'en sais côté SDK c'est pas sec hein, cette histoire justement de eye tracking etc. Donc s'il veut absolument l'implémenter dans l'Oculus Quest Pro, bah, il y a encore du taf. Après clairement Quest 3 non. Enfin de toute façon ils l'ont dit très clairement que là cette année ce sera pas tout de suite parce que bah, clairement c'était déjà un tollé entre le Quest 2 et le Quest 3, entre le Quest 1 et le Quest 2 pardon, et ils veulent justement éviter de redécevoir en fait ceux qui ont acheté le 2 ou le 1 du coup en sortant le 3 trop vite. Ok. Sans compter que voilà, j'insiste aussi sur le fait que faire des itérations hyper régulières comme ça nécessite une rétrocompatibilité forcée. Donc à partir de là, tu peux pas non plus réinventer enfin tu peux pas révolutionner le genre en fait, c'est pas possible vu que tous tes anciens jeux doivent pouvoir fonctionner dessus, etc. Ouais. C'était le problème des Valve Index Controller à leur sortie quoi. Typiquement. Oui. Tout à fait. Du coup, il y a Galdian qui dit tu parles d'un Quest Pro 2, que la version Pro soit réservée à une sortie Q3 normale plus Q3 Pro en même temps ne te semble pas crédible? Point d'interrogation. Non, alors Est-ce que tu penses que c'est crédible? Ils annoncent un 3 et un Pro, et que du coup... ah bah que ça soit Là, tu évoques un Quest Non, Pro 2, un par Quest exemple. 2, un Quest Pro 2, un Quest Pro 2. alors on n'a pas de numéro sur le Quest Pro. Quand Zuckerberg en parle, il parle pas d'un Quest Pro 2, il parle d'un Quest Pro. Et ça pourrait complètement être un casque en dehors du spectre, en dehors des Oculus Quest classiques, etc. Moi, je pense qu'il y a potentiellement une possibilité pour qu'il soit présenté du coup cette année, parce que sinon ils n'auraient pas grand-chose du coup à présenter, je pense, si ce n'est voilà les nouveautés qu'Abrash a sous la main. Mais par contre, clairement, un Oculus Quest 3, normalement, je dis bien normalement, attention, c'est Facebook, hein, ça peut changer du jour au lendemain, mais normalement, c'était hors de question pour justement éviter de décevoir. Et salut Super Miaou, bienvenue. Pour éviter de décevoir justement tous les possesseurs de l'Oculus Quest 2, et ils sont nombreux, c'est-à-dire que là, si on les déçoit, on déçoit une paire de millions de personnes. D'accord. Ok, Voilà. ok. Et bah écoute, en tout cas, on a hâte de voir. Hein, Et ils seront présents à l'E3, oui, tout à fait. Ils seront présents à l'E3, et ce sera extrêmement intéressant de voir leur positionnement. Pardon. Non, je trouve ça cool. C'est vrai que j'étais un peu de l'avis de Nardinor là-dessus, que c'est bien qu'ils prennent leur temps avant de ressortir des nouvelles générations de casques. Parce que cette histoire de casque tous les ans, moi, ça me faisait aussi un peu peur. Et notamment pour ce que tu disais, Zeb, c'est que du coup, on n'aurait pas vraiment d'avancée entre les années. Du coup, je trouve ça plutôt cool s'ils prennent leur temps de faire un truc. Moi, tout ce que je veux, c'est que les choses avancent en fait. Ouais. Et mon chien est d'accord aussi. Et ton chien, oui. Et le chien est d'accord. Le chien veut du eye tracking. Le chien refuse le. Ah ouais. Il refuse le Quest 3 de suite, quoi. Pas tout de suite. Ah oui, il gueule. Non, par contre, concrètement, hein, pour tous ceux qui veulent du eye tracking, etc. Et merci beaucoup, Mathieu, pour l'abo. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent du eye tracking, etc. C'est vraiment du côté de Nvidia et plus particulièrement même du côté donc des constructeurs de cartes graphiques, forcément, mais plus particulièrement du côté d'AMD. C'est là où ça pêche, en fait. À l'heure actuelle, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais clairement c'est là où ça pêche. Et Nvidia est prêt, il l'a dit. Le truc c'est que il leur faut maintenant quelque chose de standard, quoi. Ça n'aurait aucun sens de filer du rendu fovéal juste aux possesseurs de Nvidia, quoi. Donc, et encore, un possesseur de Nvidia 4000 et des bananes, quoi. Et salut Vogel. C'est 4000 et des bananes. Bon. Eh ben, wait and see, et c'est une bonne chose. Et du coup, on va parler du meilleur ami de Facebook en ce moment, c'est Apple. Apple, qui apparemment, alors j'ai trouvé un article super intéressant sur Wired, qui fait un petit peu une analyse des fameux AirTags. Alors en ce moment, les AirTags, c'est un petit peu le sujet de conversation de tous les technophiles et de tous les geeks. Et ils ont une approche qui est assez intéressante et qui pourrait aussi rejoindre un petit peu, qui pourrait converger vers le sujet qui est le nôtre sur XR360, c'est-à-dire la VR et la R, et notamment la R. Et du coup, en fait, les AirTags pourraient être une pièce maîtresse plus tard pour tout ce qui est réalité augmentée. Alors, ils sont partis de choses qu'ils sont un peu en train de déduire. Ils ont une réflexion qui est assez intéressante et donc qui est important, c'est pas forcément les AirTags, mais c'est surtout la puce qui est utilisée, qui est la puce U1, qui utilise une technologie qu'on appelle l'ultra wideband, donc c'est de la bande large de fréquence, qui ne souffre pas également trop des
comment dire, quand les fréquences se percutent entre elles, voilà, il y avait moins de soucis quand il y a beaucoup de Perturbations. produits en tout cas qui se télescopent, voilà exactement, de perturbations. Merci. Et du coup, il se pourrait qu'on puisse voir un petit peu plus loin que simplement juste la fonctionnalité qui est en train de donner Apple avec ses AirTags. Qui pour le coup est de retrouver un objet. Hein. C'est pas vraiment un antivol, il y a pas mal de discussions autour de ça. Faut vraiment pas le voir comme un antivol, mais il faut vraiment le voir comme un espèce de concurrent de Tile avec qui va un petit peu plus loin dans le concept, puisque du coup ils utilisent cette fameuse technologie, l'ultra wideband, qu'on risque de voir dans le futur, même si vous n'êtes comme moi pas pro Apple, mais Android que vous devriez voir apparaître sur pas mal de futurs téléphones, notamment il y a déjà des rumeurs autour du Pixel 6. Mais je vais rentrer un petit peu dans le sujet, ça serait un petit peu carrément le nouveau Lightning d'Apple dans sa manière de fonctionner, puisqu'en fait, c'est en étudiant un petit peu oh, j'ai du mal à parler ce soir, les brevets que Apple aussi dépose petit à petit, on se... Oh. Ah, on a perdu Mathieu. Ah. On a perdu Mathieu. Nous avons perdu Mathieu. Merde, putain, le plugin de vague. Ah bah tu vois, Kalim, tu demandais à quoi ça servait. Bah voilà, ça sert à vraiment noyer les streamers parce que là vraiment, c'était pas possible. On parlait d'Apple sur une émission de VR, c'était pas possible. Il s'est du coup vraiment noyé sur un freeze frame, perfect, magnifique. Moi, je pense qu'on peut cropper ça et le détourner de façon magistrale. En tout cas, moi j'avais une question, Mathieu, alors tu nous réponds forcément si tu veux. À quoi ça sert? Et si tu ne réponds pas, j'en conclurai que ça ne sert à rien, les AirTags. Non. Est-ce que vous connaissez, messieurs, du coup, justement, ces AirTags? Absolument pas, non. J'étais pas du tout au courant. Bon. J'aurais bien aimé du coup savoir le rapport avec la VR, j'étais pas intéressé. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi j'aurais bien voulu que Mathieu revienne à la source, à savoir à quoi servent les AirTags déjà, et effectivement derrière pouvoir avancer effectivement sur la techno. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la news suivante et Mathieu du coup dès qu'il nous rejoindra du coup enchaînera du coup sur cette news. L'idée, c'est que on va encore parler d'Oculus. On va encore parler d'Oculus avec le vice-président, du coup, qui semble ouvrir les portes. Alors ça, c'est une news qui me fera toujours rigoler. Qui semble ouvrir les portes, du coup, de leur store à Torames. Alors, qui semble, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, Andrew Bosworth, donc, qui est le vice-président de la partie Oculus chez Facebook et le type qui s'occupe de... le directeur qui s'occupe de Facebook Reality Labs avec les technologies immersives, s'amuse régulièrement sur Instagram à faire un petit jeu de questions-réponses. En fait, il dit voilà, posez-moi vos questions, je vous réponds en story. Et dernièrement, il a fait une petite story en fait où un utilisateur lui demande est-ce qu'on pourrait caresser l'espoir de voir un jour le store de l'Oculus Quest sur d'autres casques, sans forcément préciser quels sont ces autres casques. Et Andrew Bosworth s'est amusé à répondre écoute, on n'a rien contre en tout cas. C'est une alternative qui pourrait être envisageable. Et après, il balance une petite phrase qui m'a fait un petit peu sourire. Si on l'a pas fait aujourd'hui, en gros, ce qu'il dit, tant que je vous dise pas de bêtises, si on l'a pas fait pour le moment, c'est juste parce qu'en fait, il n'y a pas de casque qui s'y prête. Et moi, ça m'a fait un petit peu sourire, ce côté, il n'y a pas de casque qui s'y prête, parce que bon... Parce qu'en fait, tous les casques en fait, peuvent s'y prêter. Je vois très bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Tu me dis si c'est impossible, Zatel, et peut-être je dis une grosse bêtise. Mais un émulateur d'Oculus Quest sur PC, je pense que c'est tout à fait faisable. Voire une application pour lancer les jeux Oculus Quest, même par exemple sur PS5. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Après, s'ils le font pas, c'est tout simplement que ils sont en train de devenir les leaders du marché, en tout cas sur Oculus Quest, et ils ont pas à prendre de risques. Donc, pourquoi ils le feraient en fait, quoi. Mais en tout cas, ils sont pas forcément fermés. C'est ce qu'il nous dit. Concrètement, sur PS5, non. Enfin, du moins, pas sans un gros bridge, parce que du coup, Sony décide de la jouer solo, etc., par rapport à OpenXR, par rapport au standard. Mais c'est vrai que c'est hyper malin. C'est hyper malin de la part d'Oculus de dire ça. C'est-à-dire, regardez, nous, on veut bien ouvrir nos stores, mais on a qui en face? À qui est-ce qu'on peut le donner? Et je trouve ça hyper malin parce que oui en dehors d'émulateurs, mais l'émulateur c'est un petit peu on rappelle que les exclus Quest il y en a finalement pas tant que ça,
donc les gens avec Revive peuvent le faire, etc. C'est vraiment limite un appel du pied aussi de la part d'Oculus, et de toute façon ils vont bientôt arriver, Facebook à arriver sur ce terrain où ils vont avoir besoin d'un concurrent. C'est pas eux qui ont décidé de pas avoir de concurrent. Eux ce qu'ils veulent, c'est bourrer une techno auquel ils croient fortement, oula, alors que le setup est tout pété. On n'a pas dû. Du coup, le temps que Mathieu revienne, on va passer sur cet écran-là. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, c'est qu'ils font un petit appel du pied. J'ai vraiment l'impression qu'ils font un petit appel du pied quand même aux concurrents pour dire bougez-vous, quoi. Maintenant, voilà, ça sort après l'annonce d'HTC qui dit, en gros, qui dit nous, on fera pas un Oculus Quest 2-like. Et malheureusement, tout ce qu'il y a sur le marché, alors on a Pico, on a Nolo aussi, qui commence à revenir, etc. Mais tout ça, ce sont des marques très très peu connues en France, et il va falloir qu'ils bourrent pour être vendus chez Boulanger, être vendus, voilà, pouvoir se vendre autant que se vend du coup un Oculus Quest. Je sais pas, Lenny, si... Non, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus non plus. Nolo Eric, c'est ça. Je vois pas trop encore les applications possibles. C'est vrai que l'émulation, j'y crois moyen aussi, parce que dans tous les cas, l'émulation, ça demande, l'inverse, ça demande quand même une certaine fluidité. Et aujourd'hui, l'émulation, à moins d'émuler des trucs très très anciens, c'est quand même pas ce qui se fait le plus fluide. Tu vois, quand t'émules un téléphone Android, même si les émulateurs sont pas orientés gaming, tu vois vite que c'est très lent et que ça déconne pas mal. Donc, du coup, je vois pas trop comment ça peut se faire. Le catalogue des jeux Quest est plutôt cool, et c'est sûr que ce serait cool de pouvoir y accéder d'ailleurs, mais à voir. C'est vrai que pour l'instant, je comprends pas trop pourquoi ils feraient ça, quoi. Après, quand vous dites qu'il n'y a pas trop d'exclusivité, je suis quand même pas tout à fait d'accord, parce que de plus en plus, moi je vois. Il y en a de plus en plus. Qui ont... Ouais, voilà. Et en fait, l'ancienne communauté avant qu'il y ait les casques autonomes était soit PlayStation VR, soit PC VR. Et du coup, il y a pas mal de forums qui sont soit PlayStation VR, soit PC VR. Ils aiment pas trop se mélanger, c'est curieux. Et maintenant qu'en fait le Quest 2 est en train de tout cartonner, je vois souvent justement des anciens joueurs qui soient soit PlayStation VR, soit PC VR dire « Ah, il y a tel jeu sur Oculus, mais nous on l'a pas ». Et ça arrive assez fréquemment, mine de rien. Donc ouais, je suis pas forcément d'accord sur tout ce qui est exclu. Là, c'est sûr, il y a Resident Evil 4 qui va arriver en exclu sur le Quest, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient sur PC VR et qui voyaient par exemple rien que les exclus Oculus Quest Rift non accessibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisaient pas forcément Revive. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui sont sur WMR, les Windows Mixed Reality. Revive, ça fonctionne sur les Windows Mixed Reality. Par contre, les touches pour les contrôleurs, c'est souvent une plaie à configurer, parce que c'est jamais très bien implémenté, etc. Du coup, il y a beaucoup de monde qui oublie Revive d'entrée de jeu, en fait. Et du coup, quand on parle d'exclus Quest, je pense aussi parfois aux exclus Rift. Et mine de rien, malgré ça, je trouve qu'il y a quand même quelques exclus Quest, des petits jeux auxquels on ne pense pas forcément. Et Resident Evil 4 est une exclue Quest 2 uniquement. Mais des exclus Quest, il y en a. Oui, non, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, il est vrai. Et puis des exclus Oculus, il y en a un sacré paquet, et des très très bons jeux. Mais voilà, je trouvais que c'était subtil, moi, dans la com, et que ça voulait un petit peu dire, regardez, franchement, c'est pas nous qui voulons fermer le truc, mais il n'y a rien derrière, donc allez-y, bougez-vous, quoi. C'est une pirouette marketing c'est ça. Fantastique. Ouais. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Allez, on démarre l'émission, c'est parti parce que... Eh ben, générique. Non, je déconne. Non, je suis quand même très très triste, parce que autant pour vous, là je suis revenu, tout va bien, mais là j'ai lâchement abandonné mon live sur YouTube, donc du coup j'ai dû le... Voilà, coupure d'électricité du coup? Bah non, même pas, ma machine qui m'a envoyé bouler. Donc voilà. Sois rassuré, on ne s'est pas moqué de toute façon. Non. Non. En fait, je vous entendais de ouf. Je vous entendais, donc... Lenny, oh merde. Il y aura des comptes à régler. Non, comme par exemple ce soir, Lenny, qui va se démerder. Mais par contre, Mathieu, du coup, il faudra revenir du coup sur la news Apple si t'es chaud. Sur la news Apple. Et j'ai entendu que vous posiez la question sur les AirTags. J'ai dit à quoi ça servait, à retrouver des objets que l'on perdait. Et du coup, là où le next step arrive, et ils le disent très bien au tout début,
c'est que pour moi, en fait, cet objet, avec sa technologie qu'il embarque, c'est bien pour ça que je présente un peu l'ultra wideband, qui est une technologie qui a une précision qui est bien plus supérieure au Bluetooth et même au GPS en termes pour retrouver un objet. Et bien du coup, on pourrait tout d'un coup les merger, donc les utiliser pour pouvoir utiliser par exemple les futurs Apple Glass, puisque ceux-ci seront capables de présenter des objets, enfin faire travailler avec de la réalité augmentée. Typiquement, il le montre un moment dans un donc des brevets qu'ils ont déposés là-dessus. Si tu descends un peu plus bas, c'est celui juste d'après, qui est le plus parlant selon moi. Pardon, Zazel. Voilà. Typiquement, tu mets des produits, soit tu leur colles un petit AirTag, soit on va dire que là, ils ont passé la prochaine étape et ils incluent de l'ultra wideband sur des produits tierces, avec pourquoi pas un espèce de système de licence, puisqu'on le rappelle, hein, le Lightning est vendu sous forme de licence à des accessoiristes. Et bien du coup, tu pourras avoir avec ta réalité augmentée des précisions sur tel et tel produit de manière précise, quoi, puisqu'ils seront équipés de puces. Voilà un petit peu où est-ce qu'ils essayent d'en venir dans cet article. Et du coup, pas vraiment pour la VR qui aura une utilité, mais si, même pour la VR, on expliquait, pardon, je vais en revenir, mais pour la VR, vous pouvez par exemple prendre le système des Lighthouse, qui sont un système de tracking. Et bien, en fait, justement, avec le concept juste au-dessus, là, pour le coup, je vais te faire remonter sur le... Non, c'est celui-là, ouais. Celui juste au-dessus. Eh bien, on pourrait justement traquer totalement une personne avec des produits qui seraient équipés, comme un petit peu les Tundra Tracker ou les Vive Tracker, mais là, pour le coup, ils utiliseraient la technologie ultra wideband qui est ultra précise et ultra réactive. Et ça rendrait le produit très intéressant. Et ça rendrait peut-être même ça moins cher que acheter des Vive Tracker qui coûtent un bras. Ok. Ouais. Alors pour le full body tracking, body tracking, moi j'y crois effectivement plutôt bien. Si, non, vraiment bien. Hein, comme l'IMU au final. Alors c'est une autre techno, hein, c'est magnétique, etc. Mais c'est une très très bonne techno ce sont deux très bonnes technos. Maintenant, à voir. Hein, je sais que les AirTags coûtent quand même assez cher finalement pour ce que c'est, mais du coup tu me confirmes que ça ne sert qu'à retrouver ces objets. C'est ça, exactement. C'est ouf. Ça n'a pas vraiment vocation ni à traquer les personnes, ni à... Voilà, les voleurs, c'est pas vraiment un anti-vol. Hein. C'est vraiment comme les tiles. Ça a fait vriller le monde entier, mais c'est pour traquer les objets. Mais c'est Apple. Moi aussi, Ils sont très forts, ils sont très très forts, Apple. Moi j'ai vraiment hâte qu'Apple arrive dans le monde de la VR. Je suis persuadé qu'ils vont faire vendre indirectement à des millions de casques Oculus Quest, etc. Ah oui, ça va être déclencheur d'achat. Et puis même pour en revenir, tu vois, typiquement au brevet qu'on montrait juste avant, pour compléter un petit peu et pour voir pour vous puissiez comprendre pourquoi les pièces de la stratégie d'Apple sont en train de se mettre en place. Et bien voilà, sur ce brevet-là, et bien je vous le rappelle que lors des dernières annonces d'Apple, ils ont annoncé un service de sport à la maison. Et du coup, tu vas pouvoir faire tes mouvements. Et du coup, il y aura un objet qui pourra te dire si tu fais bien. Voilà, c'est ce qui montre d'ailleurs exactement dans ce brevet-là, si le mouvement est bien exécuté, de manière précise. Et tu seras pas là juste à bouger tes bras, à faire un peu n'importe quoi, et t'auras pas. Voilà, un ring fit, quoi. Tu auras un vrai système, voilà, exactement. Quelque chose qui va vraiment te forcer à bien faire les mouvements, quoi. Okay. Donc, un ring fit, mais vu que c'est Apple, ce sera une première. Voilà, mais en tout cas, vraiment, on se rend pas compte, mais il y a toute une stratégie derrière qui est super intéressante. Et en vrai, le fait que justement Apple fasse triguer tout le monde dès qu'ils sortent un produit, notamment par exemple avec ses AirTags et tout ça, et ben des AirTags, il risque d'en y en avoir beaucoup. Et plus il y en aura, plus ce système de cartographie d'univers, enfin du monde, sera intéressant et ils pourront l'exploiter pour leur réalité augmentée. Voilà les amis. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que c'est Wired pour le coup à viser plutôt juste, je trouve. Ouais, complètement. Bah, en tout cas, c'est clairement utilisable. Enfin, c'est quand même clairement dérivable comme ça. La stratégie d'Apple, clairement, oui, elle s'étend vraiment sur des années et des années, donc ce serait pas forcément étonnant qu'ils commencent à commercialiser des objets effectivement qui leur serviront pour le futur effectivement de l'AR. Oui, non, c'est complètement plausible. C'est même plutôt cool. Mais moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue que là,
Moi, pour moi, si tu veux, qui était complètement extérieur au truc, vu la masse de personnes qui parlent de ces AirTags et tout, moi je me suis dit, mais c'est révolutionnaire, ça fait fonctionner tout. Enfin voilà, tu t'appuies dessus, ça ouvre ton micro-ondes, etc. En fait, non, c'est juste pour traquer les objets. Ok. Mais Apple n'en finira jamais de me surprendre. Bah oui, non mais par contre, là où pour en revenir et pour être un peu sérieux, en vrai, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est la technologie qui est derrière ces AirTags, c'est l'ultra wideband. Ouais, complètement. Voilà, qui va vraiment venir s'immiscer dans tous les écosystèmes. Voilà, le Pixel 6, je pense que je parie qu'il aura aussi de l'ultra wideband et voilà. Et après, il y aura des concurrents comme Tile aussi qui pourront se remettre à niveau face aux AirTags. Parce que là, effectivement, en fait, ces puces-là, cette technologie-là, la puce U1 de Apple, elle est vraiment supérieure à ce que pour l'instant propose la concurrence. Non, je comprends. Mais voilà. Moi, en tout cas, ça comme le dit Monsieur Hudson, je trigue, tu trigues, il trigue, nous triguons. Ben, moi, ça me trigue beaucoup, cette nouvelle techno UWB. Et on va voir ce que ça donne, effectivement. Attends, ça peut que ça soit pas vendu à prix d'or, bien évidemment, et que ça soit pas craquable comme n'importe quel IoT à l'heure actuelle. Wait and see. Yes. Du coup, je vous propose qu'on avance et qu'on parle du vice-président d'Oculus qui ne voit pas d'objection à porter le store du Quest sur d'autres casques. Alors, on l'a fait. Ah, l'a fait. Ok, autant Suivante. pour moi. Pardon, ouais, j'étais en train de reboot là. Pour le coup. Non, mais pas de souci. Pas de souci. Non, du coup, c'était la next, Mathieu. Alors, ça sera Toulouse. On va parler direction de Toulouse. Voilà, on parle du vice-président d'Oculus et hop, on revient sur Toulouse. Je sais pas. Parce qu'il a une maison secondaire, je crois. Bah, en tout cas, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une grande salle de réalité virtuelle en France. Une des plus grandes d'ailleurs. 800. C'est Lini ? Bah, il y a marqué. Il y a marqué. Vas-y, Lini. Il y a marqué. Non, c'est Zazel. Ah, mais moi, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je m'adapte. Oui, en tout cas, effectivement, le Covid, c'est bien, mais le Covid, ça fait pas tout. Et on a, de toute façon, des salles qui continuent, des salles VR qui continuent de s'ouvrir. La plus grande en date, 800 mètres carrés, comme je le disais, c'est Toulouse. Elle ouvre à Toulouse. Alors, j'ai pas l'adresse, je suis pas toulousain, moi. Mais en tout cas, c'est Rémi Piotrowska, très toulousain, du coup, qui ouvre du coup cette salle, et c'est plutôt cool. Il l'ouvre pourquoi pour faire de l'e-sport, notamment. Et ça, c'est top. Alors, ça reste une salle grand public. À voir si son partenaire Octopod, d'ailleurs, du coup, et si c'est le cas, vous retrouverez des expériences comme Propagation, comme Ragnarok, etc. Comme Line of Fire, d'ailleurs. Et ça serait plutôt une grave bonne nouvelle. Je trouve ça ambitieux. Mais pourquoi pas. La période actuelle, c'est encore plus ambitieux. Hein. Là... Non, mais je parle hors contexte Covid. Moi, les salles d'arcade, j'ai toujours trouvé ça hyper ambitieux parce qu'en fait, ça coûte très très cher d'acheter du matos que les gens ne peuvent pas avoir chez soi. Et c'est bien ça tout l'intérêt en fait d'une salle d'arcade, c'est de se retrouver avec des vrais simulateurs, de se retrouver avec des parquets vibrants, de se retrouver avec des vestes à retour haptique, etc. Et donc des cyber-shoes. Pourquoi pas pour rigoler, ouais, pourquoi pas. Il pourrait mettre ça pour rigoler, ouais, tout à fait. Par rapport à ça, j'avais deux trucs que j'aurais voulu dire. Déjà, moi je voyais bien une salle en rapport avec le projet EVA, dont on parle assez souvent sur la Web TV, qui est un projet de la boîte qui s'appelle EVA maintenant, de Smart VR, qui est un FPS compétitif, mais en free roaming. En free roaming. En free roaming, ouais. Donc t'es dans une très grande pièce, et c'est un espèce de laser game, sauf que tout le monde a des casques qui se tirent dessus. Donc moi je verrais bien ça pour ça, parce que je sais que c'est des grandes salles qu'il leur faut, et du coup ça m'a parlé directement. Et c'est pas les seuls sur ce créneau-là, il y a plein d'autres jeux dans le style, dont notamment un autre fait par les Français, mais dont je me rappelle plus du nom. Un autre truc qui, moi, m'a intrigué quand j'ai vu la news, c'est que là, aujourd'hui, les propriétaires de salles d'arcade, ils se mordent un peu les doigts avec le Covid et tout, ils sont un peu à genoux. Et je trouve ça assez fou quand même d'ouvrir un truc qui se veut être la plus grande salle de France, pile au moment où en vrai, galère. En vrai, je pense que malheureusement le timing il est pas fait exprès. C'est qu'à mon avis ce truc-là, ça doit être fait depuis un petit moment, que c'est dans les cartons et que
bah, il y a un moment, il faut le lancer, quoi. Et que c'est Ouais. tombé pile à ce moment-là. D'ailleurs, Kalim Char, il le dit hein, dans le chat, c'est chaud, point de vue bancaire, contexte Covid. Force à lui, vraiment. Oui, bancaire, au point de vue bancaire, je veux bien croire que c'est très très chaud déjà. Hein. Hmm. Je veux bien croire que ça doit Ouais. piquer, ça doit envoyer du pognon. Ouais, alors après, bon, il l'instaure du coup à la fin du Covid. Hein. Enfin, on peut se dire quand même qu'il n'a pas vécu le 1 an et demi de merde avant. Donc au pire, il aura 2 mois d'aide et puis pourquoi pas. Honnêtement, je pense qu'il n'a pas fait démarrer ses employés du coup avant la fin du coup du Covid et de l'ouverture des salles. Mais les gens seront frileux, hein, je pense, malgré tout. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est un truc dont on parle pas souvent, mais le business des salles d'arcade en ce moment, ça va très mal avec le Covid. Et quand ça rouvrira, c'est important que les gens y aillent. Et pensez-y, si vous-même vous cherchez des activités à faire, c'est un moyen super cool de jouer à des trucs auxquels vous jouez même pas vous-même qui avez des casques. Mm. Et c'est aussi un moyen très cool de faire découvrir la VR à vos proches. C'est d'autres expériences. Surtout Moi, j'amène parce que- j'amène d'ailleurs faire une session de team building. L'équipe, en fait, à la fin de mon projet, là, qui devrait pas tarder à s'arrêter. Ils connaissent pas la VR et c'est plutôt un bon moyen comme ça de pouvoir faire du team building sur un Yucatan notamment ou ce genre de choses. C'est plutôt cool. Carrément. Et ben voilà, Yes. je vous propose qu'on passe à Donc force et honneur à lui quand même. Ouais, force et honneur, c'est vrai. C'est vrai, en tout cas. Et bien, en tout cas, je vous propose qu'on passe à cette fameuse news mystère de Lenny, la coupelle ProTube. News mystère. Alors, d'ailleurs, je voudrais introduire ce truc en disant que moi j'ai fâché Oula. avec ProTube. Jusque-là. D'accord, parce que introduire un ProTube, c'est compliqué quand même. Alors, c'est compliqué, mais comme c'est modulaire, tu peux le faire partie par partie. Je t'expliquerai plus tard en privé, Mathieu. C'est toute une technique. Là, c'est que du bonheur. C'est un peu technique pour l'instant encore. Donc, Ça j'ai mérite un retrouvé, tant mieux pour vous, j'ai retrouvé toutes mes vieilles parties ProTube, parce que moi je suis un utilisateur ProTube depuis très longtemps. J'avais les premières coupelles pour HTC Vive, les toutes simples, machin, c'est celles que j'ai préférées jusque-là. C'est celles sur lesquelles j'ai les habitudes. Moi, pour vous faire un peu de contexte, ProTube, je l'utilise depuis à peu près 3 ans. Et je l'ai pas utilisé dans un contexte de jeu compétitif, donc de manière assez intense. Donc, quand j'avais ma première version de ProTube... Rappelle ce que c'est un ProTube. Pardon, un Ouais, ProTube. attends, je vais passer les images aussi en même temps. C'est quelque chose qu'on introduit, pardon. Voilà, donc ça s'introduit. Alors plutôt dans ce sens-là, du coup, c'est plus simple parce que là, c'est un peu large. Non, en gros, c'est une crosse dans laquelle Au tu mets secours, tes manettes. fais de la pub pour les machines à laver. Tout l'intérêt, et ça n'a pas de rapport avec les machines à laver. Tout l'intérêt, c'est que du coup, quand tu vises avec une arme, avec une vraie arme, en fait, tu cherches à avoir 3 points de contact, c'est-à-dire tes 2 mains et ton épaule. Et ça te permet d'avoir une stabilité et de viser là où tu veux viser. C'est un truc qu'on peut pas vraiment faire en VR parce qu'on a que 2 points de contact, c'est nos 2 mains. Certains jeux essayent de te faire des épaules virtuelles pour essayer de pallier à ça. Personnellement, c'est un truc dont je suis vraiment pas fan, mais c'est un truc qui existe. Et du coup, le principe de ProTube, c'est justement ce genre de cross. Qui est un truc qui se fait depuis hyper longtemps dans la communauté VR. Tout le monde se prépare à des crosses eux-mêmes, avec des tubes de PVC dans tous les sens, des tubes même de PQ, de carton, de tout ce que vous voulez. ProTube, l'idée, c'était de faire un produit où tu achètes ta stock toute prête, qui est en plus modulaire, donc tu peux l'adapter aux différents jeux, etc. C'était ça le principe. C'est un truc qui est pas donné, honnêtement, mais c'est une petite boîte qui a fait un gros investissement et qui est d'ailleurs française, qui est originaire de Marseille, il me semble. Oui, qui est tout à tenu fait. par Bourrin, qui est un membre émérite de la communauté et que vous connaissez sûrement tous sur le chat. Donc voilà. Donc du coup, pour en revenir, cette version-là, la première, c'est celle que j'adorais. Je l'ai utilisée pendant des heures, je l'ai vraiment mise à l'épreuve. Est arrivé le MacTube. Donc le principe du MacTube, jusque-là, tu mettais ta manette dans la coupelle et tu l'enlevais quand tu devais recharger des trucs comme ça et tu devais la remettre. Moi, personnellement, j'étais habitué à remettre la manette dedans à l'aveugle et du coup, c'est un truc qui me posait pas de problème. Mais c'est un truc dont beaucoup de gens se plaignaient. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti le MacTube. Le principe, c'est que tu as des petits aimants que tu vas mettre sur ta stock. Je crois qu'on voit... Non, lui, il a pas le MacTube pour le coup. Attends, Reg, c'est ça qu'on voit en vidéo. on va faire ça. Voilà. Vas-y. Je te laisse expliquer et moi je. On voit en grand. Voilà. Ok. Donc ça c'est Ah, bon. ok. Oh, nickel. on a la... C'était Ouais. l'achat. Petite version Donc, carbone. notre partenaire ici présent. Ah, vous voyez qu'il y a les trépieds. Nice, allez-y les gars. Ah. C'est pour ça péter en plus, il a le toute option machin. Nous avons c'est clair, aussi les trépieds. Il veut juste la péter. Il a l'édition en or. Oh là là, ouais. Elle est pas estampillée ETR, celle-là. Donc du coup, Scandaleux. ouais, Scandaleux. donc je continue du coup. Donc il y a Vas-y, le vas-y. tube où tu enlèves et remets les coupelles directement du ProTube et en fait le machin reste sur ta manette.
Là où Quel homme. j'avais beaucoup moins aimé, je trouve ça plus compliqué à l'utilisation et surtout j'avais l'habitude de réajuster la position de ma manette sur le ProTube. Je le serrais pas à fond pour pouvoir réajuster. C'est un truc que tu peux plus trop faire avec les aimants. Donc du coup, je commençais déjà à être un peu fâché avec ça, mais jusque-là, ça allait. Le fait est que je suis passé au Valve Index. Je demandais à repasser sur ma caméra parce que j'ai montré les Allez. anciennes coupelles du Valve Index. Et qu'il y avait donc le sujet qui vous intéresse. Je racontais pas forcément ça pour raconter ma vie. Il était tellement déçu, ce qu'il fait à la caméra, Zazel. Non, c'est pas ça. Franchement, je suis bien mon le... ProTube, moi. Putain, le mannequin ProTube, putain, je suis chaud quand même. J'utilise pas assez souvent en plus. La manette de Valve Index qui a une forme chelou. Bon, du coup, vous voyez aussi le nouveau dessus parce que je l'ai directement, mais que vous voyez une forme chelou. C'était un peu plus compliqué pour le mettre dans une coupelle. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'était la V1 des coupelles de Valve Index qui est cette chose. La base de Serflex. C'est un enfer. C'est un enfer. Ils ont fait au mieux avec ce qu'ils pouvaient. Hein. C'est pas eux qui ont été mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est la manette qui est vraiment pas faite pour ça. Donc c'était très compliqué. Donc le principe du machin, c'est que c'est en 2 parties. Tu vas foutre une partie dessus, tu vas mettre le couvercle par-dessus, donc voilà, comme ça pour le refermer, et tu vas refermer avec des Rizla, des Serflex. Autant vous dire que c'était une chienlit que quand tu voulais enlever ta coupelle de ta manette pour jouer à autre chose, tu n'utilisais pas le ProTube, tu sortais une pince coupante, vraiment un enfer. Et là, très récemment, un peu de nulle part, moi j'étais pas du tout au courant que ça arrivait, et moi j'avais mis mon ProTube au placard depuis longtemps, je m'en savais plus, je le sens jamais même à le revendre. Ils ont sorti ceci, qui est donc la nouvelle coupelle pour le Valve Index Controller. Et ça règle presque tous les soucis. Donc en fait, vous voyez que c'est en une seule partie. Il n'y a plus d'histoire de Serflex, de Rizla, machin. Le principe, c'est qu'en fait, tu vas aller clipser sur cette partie-là la coupelle et tu vas aller après la glisser sur le reste de ta manette pour que ça couvre ce truc-là. Le seul petit bémol, c'est que vous voyez ici Attends, est-ce qu'on voit l'élastique? J'ai aucun sens d'orientation. L'élastique que tu resserres pour resserrer sur ta main, t'es obligé de le passer dedans, donc tu peux pas non plus facilement l'enlever et le remettre, mais c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce qui se faisait avant. En même temps, là, tu peux jouer avec. Enfin, t'es pas obligé de l'enlever, quoi. Et oui, c'est ça. Exactement, c'est que c'est pas si encombrant, parce que je peux vous dire que ce truc-là, vraiment, t'avais pas envie de l'avoir si tu te servais pas souvent de ton ProTube, c'était vraiment relou. Là, vraiment, c'est pas si encombrant. Là, je vais passer la soirée avec, honnêtement, même si je vais pas faire qu'utiliser le ProTube. Donc voilà, je suis très content. Ils les vendent, j'ai pas regardé le prix auquel ils les vendent, parce que je ne suis pas professionnel, mais je crois qu'on n'est pas loin de la 30aine d'euros. Hein. C'est toujours des prix assez élevés chez ProTube, mais encore une fois, c'est parce que ils ont investi dans beaucoup d'imprimantes 3D, beaucoup de R&D, etc. Et du coup, faut bien faire entrer les pépettes. Et puis c'est français, du coup. Et c'est français. Pour donc une voilà, fois, on soutient ceux qui veulent les Français. soutenir. Et en plus, c'est fait par Bourrin, qui est vraiment un mec super sympa et qui est tout le temps là pour la communauté dès qu'on a des questions, des trucs. Donc vraiment, il mérite tout notre soutien. Donc voilà. Franchement, si vous êtes comme moi, que vous étiez fâché avec votre ProTube depuis que vous étiez passé au VIC, songez à ces trucs-là, vraiment, ça change tout. Donc moi, je vais me remettre à m'en servir. Et du coup, j'en profite pour faire une transition, c'est qu'on va les mettre à l'épreuve ce soir sur Unward, en première partie de soirée. Après quoi, Mathieu nous rejoindra pour jouer probablement à Phasmophobia. Mais du coup, voilà, on va les tester ce soir, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le voir. Ouais, carrément. C'est cool. Je vais juste réagir sur 2-3 trucs que tu as dit. Moi, les anciennes coupelles, elles sont là. Bon, je vais pas me lever pour aller les chercher, mais je les trouve pas très encombrantes. Par contre, je les trouvé un poil lourdes. Alors après, je dis ça, j'ai des petites mains, donc moi, elles ne me gênent pas du tout sur le contrôleur. Par contre, là, les nouvelles sont plus légères et j'ai dû renvoyer un de mes contrôleurs Valve Index parce que, comme vous le savez, quand vous avez des Valve Index contrôleurs, vous les renvoyez tous les 6 mois. Hein, à Valve en RMA, et du coup j'ai joué avec mes 2 autres contrôleurs parce que j'ai 2 paires de contrôleurs Valve Index, je suis pété de thunes, vous voyez, et du coup j'ai dû jouer comme ça, et jouer à Beat Saber mine de rien avec, ça rajoute un petit poids et je manquais un petit peu de précision, je dois avouer. Par contre, le côté où tu dis que ouais, ProTube, il y a plus de recherche et développement, je confirme, il y a beaucoup plus de recherche et de développement dans un ProTube, et c'est con, hein, d'apparence, c'est peut-être moins sexy. On voit beaucoup de marques qui se lancent d'individuels, etc., qui font des gunstocks, qui sont vraiment très stylés, ça ressemble vraiment à une vraie arme, etc. Par contre, les manettes se clipsent par le haut, ce que je trouve complètement ridicule en fait, parce que sur les casques inside out, et même quand vous avez des balises, en général vous placez vos balises en hauteur et pas en bas, et du coup quand vous placez vos contrôleurs en fait au niveau du ProTube, les coupelles sont cachées en fait par l'armature, ce qui empêche le tracking, et donc vous avez beaucoup plus de décrochage, et en ça ProTube, je trouve que c'est énorme. Comme tu l'as dit, c'est assez cher,
Mais clairement, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, en tout cas, dans la catégorie, quoi. Et c'est pas un placement de produit. Ah oui, non, c'est pas une OPSP. L'avis d'un utilisateur qui est vraiment conquis par le produit, quoi. C'est vrai que c'est rush, mais ça fait bien le travail, et quelque part, c'est là où il y a le meilleur recherche et développement. Et on va avoir des petites nouvelles encore de ProTube prochainement, Lenny. Ouais, tu C'est dis ça, ça. mais je demande au public quand même de se méfier. Le mec, il dit, c'est pas un placement de produit, mais juste avant, il dit quand même qu'il est pété de thunes. Sauf qu'il nous dit pas comment ça se fait qu'il est pété de thunes. Alors non, je suis pas pété de thunes, c'est Valve qui s'est trompé. Ils m'ont envoyé 2 paires de manettes au lieu d'une, voilà, donc merci, j'ai rien dit. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment un bon produit, et je sais pas si je recommanderais vraiment les Gunstock qui sont peut-être, certes, plus sexy physiquement, ça fait plus beau dans votre mobilier quand vous l'installez et que vous le mettez en exposition. Ah, moi, j'ai vu passer des choses. À côté, c'est moins beau, mais c'est plus efficace pour le film. Je voudrais juste rajouter un truc avant qu'on clôture cette news. J'ai remarqué en récupérant mon ProTube que voilà, ma crosse commence un peu à avoir pris un coup. Si Bourrin, tu regardes ce stream, alors c'est pas une question de mauvaise cam, c'est vraiment j'ai beaucoup utilisé mon ProTube. Vraiment, il a du vécu, et c'est pour ça que. Tu as été comme un bourrin. J'ai pas pété, exactement. J'ai tapé le chien avec. Il a tapé le chien. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est le secret d'une bonne éducation. Bourrin, si tu peux m'envoyer un petit force tube, franchement. Alors qu'il fait ses courses, quoi. Carrément le force tube en plus. J'ai dit. Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. D'ailleurs, tiens, Bayer Bourrin, si tu peux en envoyer 2. Parce que comme ça. Ouais, bah je pense qu'on est tous preneurs. Voilà. Attends, est-ce que t'as un ProTube, toi, Mathieu, déjà? Non, j'en ai même. Eh ben voilà, bah, si t'as pas de ProTube, du coup, la Force Tube te servira à rien. il te faut l'ensemble. Envoyer les 2 comme ça, bah voilà, si tu envoies tout directement, n'hésite pas. Bon, bref. On te remerciera. Voilà. La commande est passée. Merci beaucoup. Mais oui, comme tu l'avais dit, Rames, on aura des nouvelles de ProTube d'ailleurs très prochainement. Parce que c'est une boîte qu'on suit beaucoup, qui a pris sa genèse en plus chez ETR. C'est vraiment très très cool d'avoir suivi comme ça Bourrin du tout début de sa première imprimante 3D, à ses premiers concepts, à sa découverte de Blender, etc. Donc on l'embrasse, et puis de toute façon, voilà, vous aurez des nouvelles très très prochainement de ProTube. Eh bien, il y en a un qui va peut-être prendre aussi sa genèse. Et ben, c'est le PSVR 2. Alors, peut-être pas chez ETR, mais voilà, on en parle, on en dit des choses. On dévoile des spécificités, des choses qu'on ne sait pas, Zazel. Dis-nous tout. Ouais. Alors, encore une fois, tout ce qu'on va dire là est à mettre au grand conditionnel. C'est une source de source qui a parlé. Mais en tout cas, ouais, on commence à avoir des légères specs, effectivement, autour du PSVR 2, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On commence à parler de 2000 par 2400 par œil pour le casque en lui-même. Un système de lentilles différent du coup de ce qu'on a d'habitude, et surtout de l'haptique même au sein du casque en lui-même. Vous le savez, ce que vous voyez là par contre, et ça a été vraiment teasé du coup par Sony, ce sont les vrais, c'est les prochains... Merde, secours. Les prochains PSVR Move. Merde quoi. Oh là là, après la baisse du... Non, mais non. Merde du PSVR. Non, mais c'est parce que j'ai mis ce clic. Non, les prochains PSVR 2, et pour le coup, c'est loin d'être justement de la merde. Quand tu connais les PS Move, passer à ça, ça va littéralement changer la donne. Alors, on aurait aimé, nous, que ça soit beaucoup plus proche, typiquement des touchs. Typiquement, on n'a rien pour agripper la main. Enfin, voilà. Mais vraiment, faut vraiment se rendre compte que quand tu pars de ça, arriver à ce que vous voyez là sur l'écran, c'est le turfu. Donc c'est très très cool. Non, en fait, là, ils avaient fait la news du coup pour les quelques specs que je viens de vous énoncer, et du coup, on commence un peu à spéculer forcément autour du PSVR 2, autour de potentielle utilisation de eye tracking. On rappelle que côté eye tracking, ils sont exactement dans le même rôle que ce que je disais au niveau de l'Oculus Quest 2, vu qu'ils sont tout seuls. En fait, ils sont autonomes, ils peuvent générer leurs propres standards, et ça c'est cool, et donc utiliser le eye tracking. Vous avez une formidable utilisation d'ailleurs du eye tracking. Voilà, pour tous ceux qui sont mauvais en vision, en tir, en adresse, du coup en VR, du coup vous pouvez l'ajuster avec le eye tracking. C'est-à-dire que vous allez forcément nativement, votre œil va forcément se projeter sur la cible en fait que vous voulez viser. Et donc vous avez de grandes possibilités comme ça de pouvoir ajuster votre tir. Bref, c'était un petit peu ce qu'on ne savait pas et ce qu'on ne saura pas avant le 3, j'imagine, sur le PSVR 2. Par contre, vous allez en manger de la spéculation. Non, en vrai... Pas forcément chez nous, mais vous allez en manger.
Oui, et pour en parler justement, je voulais faire quand même une grosse dédicace à la vidéo que j'ai pas encore fini de totalement regarder sur celle de nos camarades de VR4Player qui est plutôt bien, qui se prête au jeu de se demander vers quelle direction pourrait aller Sony. En vrai, c'est pas du tout forcément hypothétiquement des rumeurs ou des choses. En tout cas, il y a une partie rumeur, mais il y a une partie un peu analyse, je trouve, autour de ce que devrait faire Sony avec ce PSVR. Et bah du coup, je vous la recommande puisqu'elle est plutôt pas mal. Ouais, puis Laurent a une bonne vision. Laurent a une bonne vision. Alors, on la partage pas. Enfin, moi personnellement, je la partage pas parce que c'est une vision que je trouve vraiment utopique, mais ce serait vraiment cool, en tout cas. Elle a une très très bonne vision du coup. Son travail de recherche est super carré et du coup, il argumente très très bien. Oui. Il image très bien ses propos. Ses vidéos sont très cool. Voilà. Et bah écoutez, voilà, le message donc, est passé. Comme quoi, le message est passé. On sait les tacler un peu quand ils nous disent « Ouais, les graphismes, ça sort de l'immersion et tout, etc. » Des bisous à Louis qui doit être en vacances. Mais voilà, et on sait reconnaître effectivement l'expertise. Du coup, voilà. Ah bah Louis, c'était pour rebondir sur le fait que Louis avait dit « Mais ils n'ont jamais mis de casque de leur vie, ces gens-là. » Bah si, quand même. Si. Et ils font de très bonnes. Ils ont envie, mais des PSVR du coup, forcément. Voilà, c'est ça. Forcément, ils sont pas concentrés. Ah, mais peut-être que Louis est style quand même. Bref, voilà. Du coup, attendez-vous à pas mal de spéculations autour du PSVR 2. On rappelle que de toute façon, les dev kits ont commencé à être envoyés aux différentes boîtes. Donc, ces rumeurs-là, elles sont pas infondées non plus. Voilà, c'est ça. Après, moi, franchement, la PS5 capable de sortir du 4K sur de la VR à grande échelle, etc., sans qu'elle vous serve de micro-ondes ou sans qu'elle vous serve à faire frire votre KFC, j'y crois pas un seul instant. Pas sans rendu faux VR. Bah oui, ça c'est sûr. D'où l'eye tracking. D'où le eye tracking, tout à fait. Tout à fait. Et il y a un jeu dont Zazel, on va passer au jeu maintenant, pardon. Et il y a un jeu dont Zazel arrêtait pas de se plaindre. Ouais, les mecs, ils font des nouveaux jeux, mais ça serait bien qu'ils s'y remettent là. Mais c'est pas réglé. Qui fait la news? C'est toi, Rames. C'est moi. Bah, ça va être très rapide, de toute façon. En plus, on est à la bourre. Mais Stride, du coup, qui est un jeu de parcours, littéralement. J'ai oublié son nom en version flat. C'était Mirror's Edge. Voilà. Mirror's Edge, ouais, tout à fait. De Mirror's Edge. Oui, tout à fait. Donc vous allez devoir parcourir en fait, des parcours, sauter, vous baisser, glisser, etc. Voilà. Vous accrocher à des grappins. C'est pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Voilà, ça n'est pas du tout ce qu'on voit là à l'écran. C'est le premier trailer, enfin les premiers trailers, et ce n'est pas du tout ça. Mais bon, ça reste dans le gameplay, ça reste assez quand même semblable. Et c'est ça qui nous intéresse, le gameplay. C'était disponible du coup sur PC VR et attendu sur PlayStation VR fin 2021. Et ça arrivera du coup très bientôt sur Oculus Quest également, parce que le jeu a été accepté, on va dire entre guillemets, par Oculus. Et les équipes nous expliquent que ça va très très vite arriver normalement. Alors après, les propos du studio Joyway qui développe le jeu, il faut quand même les prendre avec des pincettes, parce que bon, le studio nous a habitués à faire des grandes annonces. Et tout comme ce trailer, à faire des grandes annonces qui font des petits flops, en fait. Parce que c'est pas toujours la réalité. La réalité, on va dire, est régulièrement différente. On attend notamment un mode histoire qui devrait arriver et qui ne montre toujours pas le bout de son nez. Voilà. Après, alors... Mais en tout cas, ça arrive sur Quest et c'est plutôt cool. Voilà. À leur crédit, on commence à avoir des gifs de plus de 2 secondes sur ce que serait, en fait, la campagne par la suite. Galdian annonce une bêta qui s'est lancée. Oui, alors oui, il y a une bêta privée. Il y a une bêta qui est ouverte, effectivement. Ah, les mecs. Tout à fait. Ouais. Mais enfin, si tu fais partie de la bêta, Galdian, alors, prends-le sur toi si jamais tu veux nous dire, parce que nous, du coup, on n'a pas le droit, mais voilà, est-ce que ça ressemble à ça? Je ne sais pas, la question est posée. En tout cas, c'est également les développeurs de Against, qui lui est très bon. Ah oui, pardon. Oui, qui est disponible en démo sur disponible en démo et Steam. Exactement. Allez, on va parler d'un jeu déjanté, Captain Toonhead. Captain Toonhead. Bon, alors pour le coup, là, mais merci beaucoup, Pampers. Merci beaucoup. Tu vois, toi qui te plaignais qu'il n'y avait pas la notif. Captain Toonhead. Alors, c'est un Tower Defense. C'est fait par le studio. Merde, j'ai oublié leur nom. C'est leur premier jeu. Leur premier jeu. Premier jeu. TerraVision Games.
Premier jeu, ça sera disponible sur toutes les plateformes, hein, que ce soit Oculus, que ce soit Steam, que ce soit PlayStation VR. C'est du tower defense amélioré. Vous aurez des systèmes d'upgrade en fait, hein, de toute façon de vos parcours, de vos chemins. C'est hyper coloré, c'est hyper what the fuck-esque, hein, très clairement, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est plutôt déjanté. Moi, ça me plaît bien en tout cas au niveau de la DA. Plutôt marrant. Même si fondamentalement, ça va pas révolutionner le genre, ça restera un tower defense. Je pense que tous ceux qui ont fait du mobile il y a 10-15 ans ont déjà masteré pas mal le domaine. J'espère que ça apportera quand même quelques petites subtilités. Toujours est-il que voilà, l'ADA semble sympa, hyper travaillé. Enfin, je veux dire, ça serait une hérésie en fait de pas faire un bon jeu en ayant travaillé à ce point du coup les éléments. Malgré tout, dès qu'on commence à avoir un peu de gameplay et plus des éléments After Effectisés quand même, j'ai quand même quelques inquiétudes. Je sais pas pour vous messieurs, mais moi le style de jeu Tower Defense peut me plaire s'il est bien fait, s'il est bien rythmé, en fait, tout simplement, c'est une question de rythme. Mais voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Après, il est pas nouveau, hein, il avait été annoncé déjà il y a quelques mois. Là, c'est un second trailer qui nous balance, et du coup, on peut voir déjà un petit peu quelques petites différences sur le trailer et sur le gameplay surtout. Entre le premier trailer et le second. On n'a pas la date de sortie? Je sais plus. Je n'ai... Il s'est barré. Non, je suis là, mais... À ma connaissance, je ne l'ai pas en tout cas. D'accord, non, bon alors c'est... Ouais. Bon, en tout cas, ça sort... Peut-être sur Steam, attendez. Ouais, dans l'été. C'est ça, c'est bientôt, mais c'est dans l'été. Il y a Monsieur Hudson dans le chat qui pète un plomb, qui demande si on peut se masterer d'une seule main. On peut se masterer d'une seule main ouais, d'un seul doigt même, si tu veux, mais il faut être très très fort en masterage. Il faut utiliser la nouvelle fonction de SteamVR pour... bref. Voilà. On a la communauté qu'on mérite. Hein. Voilà. Bon, écoutez, très bien. Moi, ce Tower Defense, je le trouve sympa. J'aime beaucoup le cel shading dessus. Voilà, ça me semble pas mal. Il faudra voir une fois encore le rythme. Et dans le chat, on nous dit ça vend pas durer, vive Lacernauts. Ouais, là, je te rejoins tout de suite. Ouais. Mais Lacernauts, tu vois, je suis beaucoup trop hypé pour ne pas être déçu. C'est vraiment ça le problème. Il y a 9 minutes de gameplay de Lacernauts qui a été partagé là, il y a 1 heure avant qu'on fasse l'émission. Voilà, 9 minutes. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble vraiment. De quoi se masterer d'une seule main, Monsieur Hudson. Ouais, de quoi se masterer, même avec 2 petits doigts. Mais écoutez, le temps de l'interstream, on passera quelques minutes du coup du gameplay de Lacernauts. Allez, du coup, on va faire un petit retour sur Demeo, juste pour vous donner notre avis, puisqu'on l'a à peu près tous testé autour de l'équipe. Donc, écoute, je vais donner la place à Lenny, qui va nous dire ce qu'il en a pensé de Demeo. Ouais. Donc Demeo. Alors déjà, je dois être un de ceux de l'équipe qui a le moins joué, je pense, avec Mathieu. Je pense que parce qu'il y en a qui l'ont beaucoup poncé. Je sais que là, Rames, il est à un peu plus de 20 heures. J'ai vu dans sa vidéo. 30 heures. 30 heures. Ouais. Juste pour revenir rapidement sur ce que c'est Demeo pour les 2-3 qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est. Et franchement, vous êtes passé à côté d'un sacré truc. C'est le nouveau jeu de Resolution Game. Évidemment, mon chien qui veut participer à la news. C'est le nouveau jeu de Resolution Game dans lequel on joue un jeu de plateau. Où on va... Attendez, je vais le prendre sur mes joues, ce sera plus simple. Où le but, c'est de traverser des donjons dans une espèce de tactical RPG, mais avec un emballage Donjons et Dragons. C'est le jeu de plateau, du coup, mais en version revisitée, quoi. Jeu de plateau, exactement. Mais c'est un enrobage de Donjons et Dragons, mais c'est un tactical RPG. C'est vraiment du tour par tour. On place nos pions, on va dépenser des points d'action pour faire des attaques, etc. Donc voilà, c'est un enfer. Est-ce que quelqu'un veut récupérer un chien? Non, moi je... non merci. Pas celui-là, je comprends pas celui-là. Non, mais celui-là ou un autre, non, mais... Il n'y a pas de chien en DLC dans le jeu, il n'y a pas de chien en DLC. Bon, si quelqu'un peut prendre la news, s'il vous plaît, le temps que j'aille. Voilà. Ouais, non. Non. Allez le confier à un resto chinois le plus proche. On va demander à Demeo, je voulais donner mon avis parce que du coup, moi, je l'ai pas fait ni en vidéo ni autre. Et il y a donc le jeu est très bon. Le jeu est très très bon. Vraiment, vous allez kiffer. Si vous êtes amateur des styles de jeux plateau, etc., vous allez vraiment kiffer. Il y a
un point par contre que je trouve vraiment, mais alors ultra dommage. On peut faire sans, mais je trouve ultra dommage de ne pas avoir mis ce qu'on aurait pu appeler des points d'immersion en fait en VR. De ne pas être projeté en fait dans le jeu en lui-même, juste de temps en temps peut-être quelque chose d'assez fin, etc. Parce que là on est quand même en droit de se demander, moi je l'ai fait tourner du coup dans les mains de pas mal de personnes, y compris de gens qui ne jouent pas à la VR, qui m'ont dit mais c'est complètement con ton truc, en dehors de la VR on fait à peu près la même chose. Enfin, voilà, sur un jeu flat tu pourrais faire la même chose. Et force est de constater que du coup les arguments sont pas ouf pour aller littéralement contredire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments de gameplay, pourtant j'ai cherché, hein, j'ai pris tous les éléments de gameplay un par un, etc. Il n'y a pas un seul élément de gameplay que tu ne pourrais pas faire en 2D. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, le point noir. Par contre, de toute façon, il n'a pas d'équivalent en 2D. Donc bon, déjà, c'est voilà. Et puis le jeu reste de très très bonne facture, hein, dispo sur Quest et sur PC, en crossplay. Voilà, c'est du tout bon, mais j'ai vraiment ce point-là qui, effectivement, ça pourrait être mieux. C'est peut-être pour ça qu'il est prévu aussi en flat. Il y a une version qui sera prévue en cross-platform pour pouvoir jouer avec les autres joueurs. Et après, je rejoins complètement tes propos sur le manque d'immersion. Je trouve le jeu excellent. Et d'ailleurs, il est super simple à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà joué à ce style de jeu en fait pour le prendre en main. En quelques minutes seulement, vous comprenez, parce que les règles sont ultra basiques. Ils ont vraiment fait au plus simple en fait. Histoire de pas s'embêter avec des gameplays très compliqués, etc. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais effectivement, le support de la réalité virtuelle n'apporte pas grand-chose, à part l'immersion classique de la VR où vous êtes dedans et que vous pouvez vous placer directement au centre de la scène. À part ça, en fait, ça apporte pas vraiment de choses de fou. On peut imaginer vraiment tout un tas de choses. C'est dommage que, par exemple, je sais pas, le magicien, quand il lance un sort particulier, on aurait pu imaginer que vous attrapez un bâton de mage et puis vous faites des gestes, etc. Que vous incarnez le mage à l'instant T. Typiquement, la Fallout 4, c'est-à-dire que tu gardes les éléments d'RPG, c'est-à-dire que tu as 76% de faire le truc, mais par contre, tu fais quand même vraiment l'action. Après, j'imagine vraiment qu'ils ont tenté des choses à ce niveau-là. S'ils l'ont pas fait, c'est que du coup, ça devait pas être hyper pertinent ou que ça aurait demandé beaucoup trop de travail. Mais ça, c'est le gros point noir que j'y trouve. Après, il y a effectivement d'autres points. Gadian le soulève. Il y a l'absence de save qui effectivement peut être handicapante, mais qui arrive. C'est aussi pour ça que qui arrive dans le prochain. C'est même pas un DLC. Prochaine mise à jour. Prochaine update, voilà, tout à fait. Etc. Je crois qu'il avait pris sur Gamergen du coup la note de 18 sur 20. Ce qui est juste ouf. Tant mieux, hein, tant mieux pour le jeu. 18 sur 20, par contre, ça me semble largement too much, effectivement. Surtout pour un jeu, comme je l'ai dit, hein, qui du coup peut être transposé en flat, en claquant les doigts. Voilà. C'est à réserver vraiment aux amateurs du jeu. Vous allez passer de très très bons moments. Pas besoin de masterer le jeu de plateau pour y jouer. C'est quand même assez péchu. Honnêtement, à 4, faut quand même plutôt bien s'organiser parce que sinon vous allez vous faire démonter. Par contre, clairement, les phases de boss sont à chier. En fait, t'es surstuffé quand t'arrives au boss, quoi qu'il arrive. Alors, j'avais vu passer 2-3 images. C'était de votre partie, je crois, Lenny, etc. Que j'avais vu passer, mais même en solo, finalement, t'arrives, t'es complètement surstuffé. Enfin, j'ai pas une partie que j'ai terminée où finalement le boss c'était entre guillemets une déception. Par contre, sur les 2 niveaux d'avant, par contre, c'est pur kiff, quoi. Ouais, mais c'est Osiris l'a fait remarquer aussi le contenu pour moi, le point noir, et je suis assez d'accord parce que. Comme tu dis, les 2 premiers niveaux sont excellents. Il n'y a que 3 niveaux dans le jeu. Il n'y a que 3 niveaux des niveaux rajoutés de façon procédurale, mais les assets restent les mêmes. Du coup, vous allez souvent refaire quand même des niveaux avec le même couloir, etc. Donc bon, à la rigueur, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que le 3e niveau est vraiment petit. Et quand vous arrivez au boss, vous êtes surstuffé. Et moi, personnellement, j'arrive à 30 heures de jeu, et j'ai dû abandonner une partie. C'est la toute première qu'on avait fait en live avec Lenny, Darkwolf et Isocel. On avait juste abandonné et tout le reste, j'ai toujours gagné. Je n'ai pas perdu une seule partie, même en solo, où je me suis dit, vas-y, je lance en solo, sans contrôler les autres personnages. Tu peux te mettre en partie privée pour te lancer avec un seul personnage que tu incarnes. Et tranquille. Il faut juste réfléchir à pas faire de bêtises, mais c'est pas super difficile non plus. Et il faut juste faire attention, quoi. Mais Osiris aussi qui dit aussi quelque chose d'intéressant. Il aurait bien
préféré la prise en charge du hand tracking pour le coup. C'est vrai que c'est un complètement. 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 Ouais. Bah, tellement en fait, on fait peu de choses finalement dans le jeu. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Agaldian aussi qui nous dit hein, ça dépend si tu rushes les premiers étages ou pas. Tu peux pas. Honnêtement, je suis pas tombé dans une partie. Je suis tombé dans beaucoup de parties où je me suis dit allez, je vais le rusher, je vais tenter, etc. Tu te retrouves constamment bloqué en fait entre deux mobs, etc. C'est compliqué de rusher purement. Agaldian, du coup, ouais, dans Agaldian, pardon, je coupe un peu, mais vas-y. Tu prends l'assassin, tu peux rusher le plateau, tu récupères tout l'or, parce que l'assassin a la particularité d'être d'être fufu, aux yeux des ennemis. Du coup, une fois que tu te mets fufu, voilà, et que dès que ton sort s'arrête, tu vas te cacher derrière un mur, tu passes ton tour, t'attends, et tu te remets fufu, du coup tu récupères tous les coffres, tous les sous, et t'arrives à la fin du niveau, et ça y est, c'est fini. Ouais, c'est ça. Oui, non. Éventuellement avec l'assassin, mais du coup, est-ce que ce serait faisable avec les autres classes? Parce que moi, franchement, j'ai essayé, c'est marrant. Ouais, bah. Tu te fais très très vite encercler et. Ouais, je l'ai fait avec l'archer, c'est plutôt bien passé en fait. D'accord. Bon. Ok. Bah, sachez du coup que c'est faisable. Les gars. Mais ouais. Voilà, très bien. Je vous propose, il nous reste, il est déjà 9h10. Lenny va. Bah, du coup, il nous reste 23h30, du coup, avant le. je propose que soit on passe sur une news qui vous semble importante, là, on prend une news importante, soit on passe directement au débat. Roblox. Franchement, s'il y avait une news, moi, qui me semble importante, c'est Roblox. Roblox, c'est ça, ouais. Roblox. Non. Arrête ça. Non, il y avait Madrid Noir aussi. Madrid Noir, je voulais le voir parce que j'ai pas vu la news, moi, pour le coup. Je sais pas si. Un court métrage. J'en parle très rapidement si vous voulez. Vas-y. Je fais très vite. Donc Madrid, c'est Madrid Noir, ouais, c'est ça. Donc c'est un court métrage interactif. Si vous avez vu le film Battlescar, qui est sorti sur Oculus Quest, sur PC VR et sur Oculus Rift, donc c'était un court métrage sur deux filles qui découvraient un peu le monde du punk, etc. Ça durait une 30aine de minutes, doublé intégralement en français. C'était super bien réalisé. Là du coup c'est le même studio, c'est A5 qui y retourne avec Madrid Noir, et là vous incarnerez en fait une fille qui va sur les traces de son oncle, si je dis pas de bêtises, qui a disparu ou qui est récemment décédé. Et en fait, lorsqu'elle est en train de ranger un peu les affaires de son oncle dans son appartement, dans les appartements de son oncle, elle va se retrouver face à des vieux souvenirs, et du coup elle va se retrouver, si je dis pas de bêtises, téléportée dans le passé pour revivre certaines scènes, certains moments, et en fait elle va apprendre un lourd passé sur elle, sur son oncle, etc. Et du coup ça va prochainement arriver, et vu le niveau de réalisation sur Battlescar, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ça me donne plutôt envie. Allô? Oui, très bien. Très bien. Allez, je un petit bug de Discord, pardon. Du coup, sur le débat de ce soir. Ok. Et du coup, on va parler de Sony. Sony qui, on va reprendre la news de Sony qui est apparemment en train de chercher et de poser des brevets sur une hypothétique façon de pouvoir gérer, on va dire, les choses qui pourraient lui rendre l'expérience négative des réseaux sociaux en VR. On parle un petit peu des choses qu'on a déjà discuté sur Horizon, avec la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'invisible qui regarde ce qui se passe. Et également aussi, pourquoi pas intégrer de manière hardware des solutions afin de pouvoir un petit peu gérer le langage ou la gestuelle qui pourrait être inappropriée pour les réseaux sociaux. Donc la question que je voulais vous poser, messieurs, ce soir, c'est comment prévenir des dérives des réseaux sociaux en VR sans provoquer, on va dire, un tollé ou une privation de liberté. Voilà, c'est tout. En faisant du shadowban. Ouais, alors il y a ça, et puis moi, j'avais quelques petites suggestions éventuellement. Vas-y. Ah bah écoute, je te laisse et je rebondirai du coup sur. Ok, ça marche. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que voilà, j'ai pas mal joué à Rec Room pendant un certain temps. Et sur Rec Room, en fait, quand tu t'approches d'une personne, si cette personne, par exemple, est toxique envers une femme, etc., et il va, par exemple, essayer de lui toucher les nénés, ce genre de choses, cette expression. En fait, la personne va être invisible. En fait, son avatar va devenir invisible, ce qui fait qu'en fait, c'est complètement ridicule. Ça sert plus à rien, en fait, ce qu'il fait. Du coup, tu peux faire tout à fait ce genre de dispositif que je trouve vraiment très très intelligent pour le coup. C'est pas envahissant, c'est pas gênant, parce que dès que la personne s'écarte, ça y est, tu la revois bouger, etc.
Après, évidemment, tu peux faire aussi ce qu'on appelle des soft bans, un petit peu. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui commence à raconter un peu de la merde, en fait, tu la mutes. C'est-à-dire que tu la bannes pas, mais les autres joueurs ne l'entendent plus. Et mine de rien, quand tu te retrouves avec un message, votre micro a été désactivé parce que vous racontez de la merde pendant genre, je sais pas, un jour, tu commences à réfléchir. Le lendemain, tu te dis, quand tu commences à dire une bêtise et que tu as un modérateur qui arrive près de toi qui te dit attention, là tu es en train de faire des bêtises, je peux te muter. La personne elle a tendance à se taire. Et après, pour tout ce qui est gestuel, par exemple, on a tous vu des gamins qui s'astiquaient en VR comme ça pour rigoler. Tu fais la même chose avec les gestes en fait. Tu mutes les gestes. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si qu'elle apparaissait dans Rec Room. Tu peux y jouer de façon en screen mode, et les bras sont animés de façon automatique. C'est ça. C'est un asset qui va animer les mains, etc. Et c'est automatique. Et du coup, la personne en fait, elle pourrait bouger tout simplement et pareil avoir un message. Votre gestuel a été bloqué et du coup, c'est animé d'une façon automatique. Et tu leur fais ça pendant un jour ou deux avec un petit message qui explique. Je pense que déjà ça peut en calmer. Mais du coup, ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a quand même quelqu'un ou quelque chose, il y a une modération qui est faite. Alors non, en fait, c'est quelque chose pour le coup. Ouais, dans Rec Room, ce qui va se passer, c'est que ça peut être un vote, voilà. Ouais. Et alors tu vas avoir un vote pour pouvoir éventuellement kicker, etc. une personne. Par contre, en fait, quand tu vas report plusieurs fois une personne pour les mêmes raisons, au bout d'un moment donné, en fait, la personne va se faire bloc comme ça. Et après, tu peux toujours aller voir un modérateur, etc. Alors là, pour le coup, sur des environnements sociaux comme par exemple Facebook, Horizon, etc. Va falloir éventuellement qu'un modérateur soit présent, mais là, ça pose des questions de vie privée en fait. Ouais, complètement. Après, le côté justement voter pour. Si tu votes pour kicker quelqu'un d'une salle, je trouve que c'est souvent très brusque en fait. Et la personne sera dégoûtée, etc. Mais si elle peut rejoindre une autre instance, c'est complètement ridicule, ça sert à rien. Et elle restera toxique à partir du moment donné où elle revient. Par contre, si tu lui bloques certains sens, comme justement le fait de bouger, les gestes, la gestuelle, ou alors la voix, franchement, ça marche vraiment très bien. Quand tu fais un soft ban, une fois que la personne, elle peut reparler, je peux te garantir que elle la ferme. Mais elle la ferme. Ouais, mine de rien, elle a compris la leçon. Et quand il se retape un deuxième ban, s'il a pas compris, là, c'est clair et net. La fois d'après, il sautait, quoi. Il a compris. Et mine de rien, ça marche plutôt bien. Je pense que c'est des outils qu'on devrait beaucoup plus utiliser, enfin, qui pourraient beaucoup plus être utilisés, plutôt qu'un modérateur qui soit caché, qu'on ne voie pas, et ça que je trouve qui est très perfide comme technique. Non, puis c'est surtout hyper illusoire. C'est-à-dire, alors, je sais pas la genèse de ce truc-là, hein, mais je veux dire, jamais, c'était faisable. Jamais. Ouais, carrément. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les bannissements, etc. de Facebook et machin étaient faits par des IA sur lesquels on avait mis le potard un peu trop violemment, mais parce que c'est impossible de mettre autant d'humains, du coup ça coûte une blinde. Juste en fait. Donc effectivement, Shadowban, moi je trouve... Shadowban, son nom l'indique en fait, hein, c'est vraiment quelque chose que la personne qui fait le con n'est pas au courant. Moi je serais même d'avis tout simplement parce qu'on peut pas éduquer ces gens-là. La plupart du temps tu peux pas les éduquer. Ils sont comme ça, ils resteront toxiques. Je suis même d'avis de carrément même pas leur signifier. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les mots sont mute, la gestuelle et tu repasses sur une gestuelle d'animation préfaite, etc. Le mec peut très bien se masterer avec autant de mains qu'il veut. Le truc, c'est que les gens verront quelqu'un avec les deux bras le long du corps, et puis basta. Je pense que c'est l'ignorance, en fait. C'est con, mais l'ignorance. Alors, par contre, toute la question est comment tu le détectes. On a quand même maintenant des algos qui savent exactement ce que c'est qu'une position chelou, ce que c'est que des termes et de la gestuelle déplacée. Il suffit d'aller voir... Putain, c'est comment le nom de sa chaîne, là ? Je vais encore me faire un ami, là. Qui harcèle tout le monde, là, sur VRChat. Ah, putain. Bon, je vous le retrouverai. Un copain de JVC. Bref. Tu le vois, tu le sais, en fait. Voilà. Ultra... Ça serait lui donner beaucoup trop d'importance, mais en tout cas, malheureusement, il existe des gens comme ça, hyper toxiques. En fait, dans la vraie vie, franchement, je l'aurais décapité. T'appelles les flics dans la seconde, quoi. C'est vraiment...
il y a le discours de la bien-pensance, etc., chose qu'on ne doit pas faire. Enfin, voilà, la question, c'est vraiment où est-ce que tu places le potard, effectivement. Est-ce que tu as le droit de dire à un avatar qu'il a un joli cul, effectivement, sans te faire mute, ou est-ce que, du coup, justement, ça va suffire, entre guillemets, à te faire des sous. Merci Osiris. Ouais, mais d'accord. Mais s'il habite Tourcoing, du coup, je comprends bien. Mais en vrai, voilà, c'est ça. C'est que... Je me désolidarise complètement de cette approche géographique surfaite. Mais arrête, t'es de Paris, t'as horreur de la province, c'est bon. Ouais, mais moi, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est le même traitement. Non. Non, mais voilà, en fait la question, c'est vraiment où est-ce que tu mets le potard. Et moi, je suis quand même assez inquiet de voir, effectivement, alors je sais pas si vous êtes très branché, Social Justice Warrior, etc., on aura un débat d'ailleurs là-dessus très prochainement qui commencera le 25, mais plutôt sur l'aspect femme. Mais on ira plus loin, on ira creuser ce truc-là parce que moi c'est un univers que je ne connaissais pas vraiment, que je commence à découvrir et dont je perçois vraiment à la fois des trucs plutôt bien, du vrai progrès, et à la fois des trucs ultra malsains vraiment qu'il faut absolument, dont il faut donner les armes en fait pour que les gens puissent s'en prémunir. Voilà, c'est où tu mets le potard, mais de toute façon ça sera automatisé, il y aura jamais personne derrière, même pour des bans le cas échéant. Et de toute façon, des boîtes comme Sony, des boîtes comme Facebook qui ont besoin d'une image doivent le faire. C'est une nécessité. Obligé, ouais. C'est une nécessité. Il faut qu'ils le fassent. Alors, Ok, vas-y, Lenny. juste pour réagir à ce que tu dis, déjà sur le côté algorithme, comment on détecte ce genre de choses, on a quand même un souci, c'est que sur Internet, on trouvera toujours une alternative. Enfin, il y a toujours eu, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué sur Internet, on a trouvé un moyen de contourner. Et je pense que pour ce qui est des gestes obscènes et ce genre de trucs, les gens trouveront un moyen de contourner ça. Alors, attends, je réponds juste à ta question encore une fois, et c'était dans la fin du message, ça n'est qu'une question d'image. Ça n'est absolument pas grave si tu veux, si tu as 10 personnes qui trouvent un moyen de pirater le truc, et que finalement ils sont 50, 300, 1000. C'est vraiment une question d'image. C'est-à-dire que Sony et Facebook empêchent ça, c'est-à-dire c'est leur... Enfin, voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça. C'est le boulot qu'on Ouais, attend du coup, d'eux, quoi. pas... Ouais, d'accord. Ah bah du coup ça reste hypocrite, on est d'accord, mais en même temps, en même temps, fondamentalement, comment tu veux empêcher ce comportement-là? Ce sont, j'imagine, des gens qui ont ce comportement. Enfin, on a le problème dans le jeu vidéo depuis des lustres maintenant, des comportements toxiques, etc. Et c'est impossible de l'enlever, quoi. Alors, je voulais juste répondre à celle qui dit il y a un côté aussi sombre que ça dans VRChat. Eh ben, écoute, nous, on connaît Nardiner. Je serais tenté de te dire que bon, bah, oui, ça peut être parfois compliqué. Ça peut être très sombre. Dans tous les cas, tout ce qui est modération, c'est quand même quelque chose on en a besoin, tu vois, de la modération. Hein. À l'échelle que ça fonctionne, certes, on peut en discuter pendant des heures, ça, mais c'est la modération Nardiner dans le chat, bonjour. Oui, salut, je savais pas que c'était là. Et dans les jeux vidéo à l'époque, quand on n'avait pas encore les chats vocales qui étaient très répandus, etc., on pouvait déjà placer des garde-fous au niveau pas des garde-fous, mais de la modération au niveau du textuel. Dès que tu mettais des insultes, etc., et maintenant c'est quelque chose qu'on est habitué, et éventuellement il y a on peut utiliser d'autres expressions pour donner des insultes, certes, mais ça va calmer quand même, ça permet de limiter la casse, on va dire. Et avec la réalité virtuelle, on a le langage du corps qui est vraiment un nouveau langage en fait, qui peut s'exprimer dans le jeu vidéo, et du coup c'est sûr qu'il faut adapter les outils de modération. C'est clair, c'est pas simple à mettre en place, mais ouais, Sony, Facebook, etc. sont obligés de faire ce genre de manœuvre en fait. De toute façon, c'est un combat de tous les instants. Hein. En vrai, il y a, comme le dit Lenny, il y a sûrement des failles qui vont être trouvées. À charge à eux aussi d'être vigilants pour essayer en tout cas de contrer le plus rapidement possible. Après, il faut le dire, on le dit pas dans ce débat, mais il y a aussi une forme d'éducation qu'il faut qu'on donne à ceux à qui on confie ça, et notamment aux jeunes, comment interpréter ce genre de comportement, comment s'en prémunir au mieux, et comment y faire face, surtout quand ils en sont victimes. Donc ça, c'est forcément, il y a une part qui est très importante de la part de celui qui fait la plateforme, mais aussi il y a une part de ceux qui en face la consomment, et voilà. Et c'est pour ça que moi je serais d'ailleurs d'avis qu'on envoie Nardiner pour faire ce genre de choses. C'est un très bon exemple, hein. C'est un très très beau... En l'ayant vécu, ce serait la meilleure, effectivement, le meilleur porte-étendard. Le mec qui rajoute une couche.
Si ta modération elle est prête à se prendre du nardineur, globalement c'est pas trop mal, c'est pas mal. C'est que t'es vraiment dans le milieu du. Non mais blague à part, voilà. De toute façon c'est un combat de tous les instants et c'est un truc sur lequel il va falloir mener sur tous les fronts notamment, et nous c'est surtout aussi penser aux jeunes qui vont rentrer dans la VR avec tout le potentiel de toxicité que ça peut présenter aussi. Mais après, encore une fois, hein, d'un point de vue Sony ou d'un point de vue Facebook, c'est rien de plus vraiment que l'image, c'est pas du tout un combat. Après, le combat, il peut être aux yeux de tous, justement, au niveau des JW, etc. et machin. J'ai tellement pas hâte que cette communauté découvre la VR, vraiment. Le jour où ils mettent les pieds dans VRChat, on aura des tweets de partout demandant à cancel ce soft. Mais voilà, toujours est-il que les hommes restent ce qu'ils sont et que voilà. Après, si tu veux, moi, ce qui me dérange, si je reprends l'exemple du mec que je citais du coup sur VRChat, etc., c'est que tout le monde à côté est juste malaisé, mais ne dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui dit non mais franchement, au bout d'un moment, grandis, etc. Ou alors il est cut au montage, je sais pas, mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as ceux qui vont rigoler, t'as celle qui se fait courser, et puis t'as ceux qui disent rien. Alors que, putain, les mecs, on n'est pas dans le métro parisien, c'est pas des mecs que vous avez avec des couteaux, etc. C'est-à-dire que là, la lâcheté, elle est réelle, et n'a pas de sens. N'a pas de sens. Alors, je veux dire, qu'effectivement, tu te dises, je suis complètement impuissant dans le métro, parce que, regarde, ils sont 5, là, potentiellement, et que je vais me prendre un coup de schlass. Ça peut s'entendre. Dans un truc comme VRChat, tu le prends, voilà. Moi, je vais le faire chier, ce mec-là, en fait, concrètement. Je le vois, je vais vraiment le faire chier. Tu vas le pourrir, ouais. Bah ouais, logique. C'est dans un sens. Je sais pas, Lenny, t'avais l'air pas d'accord, je sais pas trop, mais... Non, alors, moi, juste vite fait sur le truc des Social Justice Warriors, parce que c'est un truc que je vois récurremment des gens en parler. Je pense que c'est un adversaire imaginaire. Je pense que vraiment c'est une poignée de 10 personnes qui font beaucoup de bruit et je trouve je vois beaucoup plus de gens se plaindre des Social Justice Warriors que les Social Justice Warriors en question. Ah ouais, mais après c'était pas le sujet. C'est-à-dire que on va creuser le sujet là-dessus, mais juste pour ce truc-là, du coup, voilà, je trouve que c'est pas tant un problème que ça et que finalement. On met sous ce mot un peu dès qu'il y a un truc où on nous demande de nous remettre en question, ah bah non, c'est Social Justice Warrior, c'est machin, c'est Twitter, c'est je sais pas quoi. Et du coup, bon, je trouve ça un peu simple de dire ça. Juste pour le côté, si j'avais un truc à dire sur le côté automatisé, moi je verrais bien, moi je préférerais plutôt de la modération communautaire plutôt que un bot. Et justement pour cette histoire de jauge de tolérance, qu'on a chacun notre tolérance de ce qu'on veut voir ou non. Et suivant le groupe de personnes dans lequel t'es, tu vas trouver certains comportements acceptables, d'autres non. Et du coup, je trouve ça important qu'on donne les outils aux gens collectivement pour modérer une personne, plutôt que de laisser à Sony ou à Facebook le choix de dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ça, on a vu sur Twitter que c'était pas ok, donc ce sera pas ok, mais ça en même temps, on voit pas les gens s'en plaindre, donc on va laisser faire alors que ça l'est pas au final. Voilà, je trouve que moi je crois en la sagesse des foules et je me dis que si on donne alors sans vraiment donner de solution, je dis juste ça comme ça, j'ai pas de solution concrète à donner, mais si on donne aux gens les outils pour ça, je suis sûr que ce serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste pour tout le monde que juste laisser un bot dire là j'ai vu tel mot, c'est pas possible, là j'ai vu tel geste, c'est pas possible. Ouais, ça dépend des... Ouais, c'est ça, tu peux faire un mix des deux. Les deux, moi, tout simplement, en fait, quoi. Ouais, tu peux faire un mix des deux en prenant un peu à la louche parce qu'il y a les critères, etc. Parce qu'il y a des applications sur lesquelles la modération physique, encore une fois, elle sera juste impossible. C'est communautaire. Le problème des communautaires, c'est que tu as aussi les gens qui sont victimes de harcèlement et il pourrait y avoir aussi des dérives là-dessus. Ça qui est un peu... qui m'embête un peu dans la modération communautaire. Parce qu'il suffit que tout le monde décide de se prendre tel mec en grippe. Tu vois, bon là, oui, par exemple. À part, tu vois, on faisait des blagues avec Nardi et tout ça, voilà, sur l'image qu'on souhaite lui donner sur le web.
mais blague à part, tu vois, un truc plus de manière d'un mauvais œil, tu vois, une chose mal intentionnée, de s'en prendre à plusieurs sur quelqu'un. Pas bienveillant, quoi. C'est ça qui m'embête. Ouais, Ouais, et puis voilà, ça qui m'embête. Et puis tu te comportes pas de la même façon dans une instance par exemple publique qu'une instance privée. Tu vois, dans Rec Room par exemple, tu peux tout à fait avoir des instances privées et du coup les règles de modération vont être plus souples. Par contre, quand tu es en public, quand tu es dans Rec Room ou dans VRChat, que tu arrives dans une room. Alors VRChat pour le coup, je crois que c'est que des rooms privés, publics si je dis pas de bêtises. Non, VRChat. Non, il y a des c'est rooms ça, ouais. privés aussi. Non, t'as des rooms privés aussi. D'accord, ok, ouais. Parce que du coup, Non, quand t'es. façon Alors, publique, c'est vrai que VRChat, c'est un peu difficile de comparer avec VRChat, mais si on prend par exemple Facebook Horizon, qui aura des instances publiques et des instances privées, bah, quand t'es en instance publique, tu respectes les règles de communauté qui est de la vie publique, en fait, quoi, tout simplement. Et quand t'es en instance privée, bah, si t'as envie de toucher les nénés de la demoiselle qui est à côté de toi ou de raconter des blagues racistes, etc., si ton entourage c'est des racistes, etc., ça gênera personne, tu vois. Enfin, je veux dire. Donc chacun pourra y mettre un petit peu son petit sel à partir du moment donné où c'est des instances privées. Quand c'est des instances publiques, bah, tu te comportes de façon fait dans la vie publique, en fait, tout simplement, quoi. Après, ça peut passer aussi par un système vite fait juste de réputation, par exemple. Par exemple, ton avis quand tu viens de créer ton compte n'a peut-être pas trop d'impact sur la modération, sur le jugement de quelqu'un. Mais par contre, quelqu'un qui fait beaucoup de modération et où on sait que il a fait son choix pour être plus pondéré. Et aussi, on peut imaginer, vu qu'on est sur du virtuel, on n'est pas obligé de bannir quelqu'un et qu'il soit banni pour tout le monde. On peut faire en sorte qu'il soit caché que pour telle personne que ça va heurter ou tel groupe de personnes. Enfin, on a quand même des outils d'analyse, je pense qu'ils sont hyper poussés pour nous vendre des trucs. Pourquoi on s'en servirait pas aussi pour nous protéger? Et du coup, tu vois, éventuellement, moi, je suis même pas forcément contre que des mecs qui sont hyper extrémistes d'un côté ou de l'autre d'échiquier politique puissent se parler entre eux, même s'il y a ce truc de echo chamber, c'est encore un autre délire qui est hyper dangereux, mais sans parler de ça, puissent continuer de communiquer entre eux et de communiquer avec des gens qui sont dans leur délire, mais que d'autres, pour qui ça pose un problème, ne les voient pas, ne puissent pas interagir avec eux, ne puissent pas machin. Tu vois, t'es pas obligé de dire ce mec-là sera ban, plus personne ne le verra sur cette plateforme en ligne, jamais, quel que soit le contexte. Ça peut être croisé. Eh ben écoutez les gars, je vous propose, il est 9h30, je pense qu'on a assez tardé. Ouais, on a débordé. C'est super intéressant. On a essayé de faire amende honorable avec Nardiner, mais qui a dit vas-y, je vous attends et je vous casse les un par un. Ok, donc bah écoute, voilà, c'est toujours la même chose avec toi Nardiner. On essaie de te valoriser, le naturel revient toujours au galop. Bravo. En tout cas, merci à vous, merci au chat. J'ai vu que Agaldian aussi qui participait, qui disait, comme je disais plus haut, ça signifierait qu'un groupe suffisamment important porté par des valeurs politiques, racistes, sexistes ou autres, qui pourrait faire usage de ça. Voilà, tout ça en fait. Mais en tout cas, ce qui est important et cool à entendre, c'est qu'il y a quand même des solutions qui existent. Voilà, et que ça passe quand même après par une bonne éducation et savoir dans tous les cas, oui. face à des choses comme ça. Peut-être pas de le prendre de manière trop à cœur, ou en tout cas essayer de se détacher. Ça reste de la VR, ça reste du virtuel, et que une fois qu'on a éteint son casque, tout va bien, quoi. Voilà, on passe à autre chose. Ça. Voilà, les amis, merci à tous d'avoir participé à ce XR360. Merci à Lenny d'avoir remplacé Louis. C'était top. Merci au chien de Lenny. Merci au chien de Lenny, exactement. Il a fait la news. Le 5e homme. Et merci à vous, le chat, le 6e homme, bien sûr, sans qui on ne ferait pas cette émission. Merci Rames, merci Zazel. Eh ben, de rien, plaisir. Merci à toi. Toujours un plaisir. Voilà. Et puis, je vous propose qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, alors avec une émission un peu plus ordonnée en heure. Et ça, pour le coup, c'est de ma faute, mais à culpa. J'ai tenté des choses, en plus, j'ai perdu mon live pendant, voilà, ça a servi à pas grand-chose. Mais bon, on va tâcher de faire ça bien pour la prochaine. Allez, on rend la main à Lenny, du coup, qui va faire des trucs, et en attendant, un petit interstream, voilà, pour préparer tout ça. Ah, merde, du coup, j'ai pas prévu l'interstream, mais ok. Lenny, tu reprends l'antenne à quelle heure, du coup, qu'on lise à peu près dès que t'es dispo. Ouais, dans 5 minutes, le temps juste de refaire mon setup, parce que j'ai mon fond vert qui est tombé pendant qu'on était en train de faire les news, donc je vais le remettre. Eh bien, écoute, pas de soucis. Je reprends l'antenne et... Allez, eh bien, ça roule. à plus tard dans la soirée.